Bienvenue sur Histoire de chien, le podcast qui donne une voix au lien unique entre chiens et humains. Ici on raconte des histoires émouvantes, parfois drôles, parfois plus dures, mais toujours profondément remplies d'amour. Partager sa vie avec un chien, c'est aussi traverser des doutes, des questions, des moments forts et ressentir le besoin de ne pas être seul. Ici on se reconnaît, on se réconforte, on partage. Et parce que derrière chaque chien, il y a une histoire qui change une vie, alors ici on raconte des histoires de chiens, mais aussi des histoires d'humains. Je m'appelle Julia et je vous accueille dans ce podcast qui, j'en suis sûre, vous parlera. On dit parfois que la vie ne nous envoie jamais plus d'épreuves que l'on est capable de traverser. Il y a des personnes qui, face à l'adversité, trouvent en elles une force impressionnante. L'histoire de Marion est celle d'une jeune femme qui s'est retrouvée confrontée du jour au lendemain à une épreuve qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre et qu'elle a pourtant traversée avec une détermination hors du commun pour sauver Voltaire, son petit Boston Terrier. Les problèmes de santé de Voltaire commencent quelques mois après son arrivée. Au départ, rien de très alarmant, comme beaucoup de chiots, il souffre de troubles digestifs. Les jours passent, puis les semaines, sans que son état ne s'améliore. Les examens s'enchaînent, mais rien ne permet d'expliquer ce qui lui arrive réellement, jusqu'à ce qu'un dernier examen soit proposé. L'examen de la dernière chance, une prise de sang pour tester une maladie extrêmement rare, envoyée dans la seule université au monde capable de rechercher cette maladie. Et le verdict tombe enfin. L'examen est positif et Voltaire est atteint d'une myasthénie grave. À cet instant, Marion est partagée entre deux émotions, le soulagement enfin de mettre un nom sur ce qui ronge son chien depuis des mois, et puis cette autre réalité, beaucoup plus difficile à accepter, comprendre que leur vie ne sera plus jamais tout à fait la même. Parce que vivre avec un chien atteint d'une maladie chronique, c'est apprendre à composer avec l'incertitude. C'est réorganiser son quotidien, accepter les sacrifices, les rechutes, les doutes, tout en continuant à voir le chien derrière l'étiquette de la maladie. Aujourd'hui, Marion raconte une histoire aussi bouleversante qu'improbable. L'histoire d'un petit survivant, d'une maîtresse qui n'a jamais cessé de se battre pour lui et de toutes ces rencontres qui ressemblent parfois à des signes du destin. Ouais, bah écoute, hello Marion. Hello, merci Bienvenue beaucoup. sur Histoire de chien. Merci d'être venue jusqu'ici pour nous raconter ton histoire avec le petit Voltaire. Exactement. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Marion, j'ai 31 ans, je suis de l'Île-de-France et donc je suis l'heureuse propriétaire de Voltaire depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Donc voilà. Ok, est-ce que tu peux nous raconter comment Voltaire est arrivé dans ta vie ? Alors c'est un long parcours. En fait, j'ai toujours voulu avoir un chien depuis toujours. Mon père avait des chiens un petit peu par-ci par-là qu'il pouvait trouver dans la rue qui restaient un peu chez nous avec des chats, etc. J'ai toujours demandé à ma mère d'avoir un chien, elle m'a toujours dit non et je m'étais toujours dit quand je serai grande j'aurai un chien, donc c'était depuis toujours. Sauf que quand j'étais plus jeune, évidemment je partais beaucoup en vacances, je sortais beaucoup, ouais. etc. Donc c'était en fait je le voulais vraiment, mais c'était pas possible parce que voilà, il faut savoir offrir aussi un bon cadre au chien. Donc l'année de mes 29 ans, je me suis dit maintenant C'est que le moment. je suis installée, exactement, maintenant que je suis installée, que c'est vrai que je sors beaucoup moins, etc. Voilà, donc c'est maintenant. Donc je me suis renseignée énormément parce que je sais que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc voilà, j'invite tout le monde à faire hyper attention avant de prendre un chien. Donc j'ai rencontré énormément de gens qui avaient des chiens dans famille, amis, etc. pour leur demander un petit peu comment ça se passe, etc. Et j'ai commencé mes recherches du coup pour adopter un Boston Terrier. Et il faut savoir que les Boston Terriers en France, il y en a vraiment très peu. Et donc, du coup, il n'y a que quelques élevages qui en font en France. C'est quoi la particularité de cette race de chien ? En fait, je pense qu'elle n'est pas très connue en France. Et c'est pour ça qu'il y en a moins. Tu vois, c'est pour ça, moi aussi, je pensais au début que c'était un bulldog. Exactement. On dirait vraiment un bulldog, alors que... Ouais. 99% des gens dans la rue me disent deux choses. Me disent « Ah, le petit bulldog, trop mignon !» Ils me disent « Mais il est maigre, votre bulldog !» Donc, pour imager, c'est un bulldog en un tout petit peu plus grand et un tout petit peu plus mince. Okay. Donc, voilà. Et pour l'anecdote, on y reviendra peut-être dans l'épisode, à la base, je voulais un bulldog français. Et on m'a dit « Les bulldogs français, ça a beaucoup de problèmes. » Le Boston Terrier, c'est génial, ça n'a pas de problème. donc voilà. Donc en fait, je voulais un bulldog à la base et j'ai réorienté un petit peu vers le Boston Terrier parce qu'en théorie, il est moins lourd, donc il a moins de problèmes de jambes, etc. Okay. Il est plus sportif. Oui. Entre il guillemets. est plus haut. Voilà, sur exactement. Ses pattes, il est donc... plus haut et en fait, c'est des gènes. Alors, je suis pas spécialiste, mais c'est des gènes un peu différents qui font qu'en théorie, il a beaucoup moins de problèmes.
Donc, Ok. c'est aussi ça qui avait motivé mon choix parce qu'effectivement, en rencontrant énormément de gens, m'ont dit Bulldog, voilà, c'est des chiens qui ont du mal à respirer quand ils sont âgés. Ils ont des problèmes de hanches ou de genoux, enfin voilà. Tu vas sûrement devoir le faire opérer pour le voile du palais, je sais pas quoi. Donc, je me suis dit... Les yeux aussi, je crois. Les yeux, et puis ils ont des problèmes de peau. Donc voilà, donc je me suis dit ok, donc voilà. Boston Terrier c'est safe, Et aucun souci voilà, de santé. Exactement, vraiment, voilà. Et du coup la dernière rencontre que j'ai faite c'était avec un Boston Terrier qui appartient à une amie de ma tante. Où vraiment, je l'ai rencontré ce chien et je me suis dit non mais trop bien quoi, ils sont trop beaux, ils sont trop, il est vraiment hyper joueur, il est athlétique, etc. Enfin, je me suis dit, elle me dit mais il a aucun problème, nous tout ça les trucs, je dis mais même pendant l'été, etc. Problème de nez, etc. Ils m'ont dit mais pas du tout les Boston Terrier, pas du tout. Donc j'ai fait mes petites recherches sur le Boston Terrier que je connaissais pas. Et effectivement, il en est sorti que c'est des chiens qui n'avaient aucun problème. Donc, d'où le fait, voilà comment j'en suis arrivée à du coup, adopter Voltaire en mai 2024, donc il y a 2 ans. Ok, un peu plus de donc 2 ans il y a maintenant. 2 ans. Ouais. Et alors, c'est quoi sa personnalité à Voltaire ? Est-ce que tu as des petites anecdotes ? Ouais, alors Voltaire, il est hyper joueur, il est très très têtu. Ok. Il court partout, il est content de tout. Voilà, donc il a vraiment une personnalité qui est joviale, qui est vraiment hyper joviale. Il s'entend bien avec les humains, il s'entend bien avec les chiens, il s'entend bien avec tout le monde. Donc pour le coup, Le petit chien parfait. Ouais, petit chien parfait. Il sait rester seul. Enfin, vraiment, petit chien vraiment parfait. Des bébés, il était comme ça ou t'as quand même beaucoup travaillé ? Alors j'ai quand même beaucoup travaillé Ouais. parce que en bonne en bonne personne qui veut bien élever son chien, j'avais fait appel à une éducatrice dans ses premières semaines où je l'avais chez moi pour que voilà, elle me dise si jamais je prenais des mauvaises directions, qu'elle me dise tout de suite non, il faut faire autrement. Donc du coup, j'ai vu une éducatrice 2 fois qui m'a donné pas mal de tips, etc. Et donc du coup, on est parti sur une super dynamique avec Voltaire, quoi. Je lui ai appris à être tout seul, il était hyper joueur, pas de problème avec d'autres chiens. Il a en plus été, il a été assez jeune au milieu d'autres chiens puisqu'il a été gardé par Juliette que tu connais qui est du coup. passée, ouais. D'ailleurs, voilà, bisous Juliette, merci beaucoup pour tout. Donc voilà, donc il a été dès son plus jeune âge avec énormément de chiens, etc. C'est un chien qui n'avait aucun problème. Le seul problème, c'est qu'il était souvent malade. Donc voilà, mais sinon sur sa personnalité vraiment, il est incroyable. Voilà. Ouais. Et il fait la grasse mat, donc voilà. Ah, ça existe. Voilà, il se réveille à midi, donc vraiment le bonheur pour tout propriétaire de chien. Ouais, je pense que c'est tous les propriétaires des petits chiens surtout. Ouais. Je pense que les gros chiens sont un peu plus athlétiques. Ouais, effectivement. Donc Voltaire, il grandit, c'est un petit chien parfait, tout va bien. Et à partir de quand ces problèmes de santé commencent un petit peu à faire surface ? Alors en fait, il a été malade quasiment tout de suite. Okay. En fait, au début, il était donc un petit chiot, donc je l'emmène chez le vétérinaire pour faire ses vaccins, ses trucs, bref. Rien du tout, tout va bien, il est parfait, vacciné, bon, tout va bien. Et en fait, au bout, franchement, je ne saurais plus redire, mais peut-être de 2 mois après que je l'ai eu, il commence à être un peu malade, genre vomir, diarrhée, etc. Okay. Et je l'amène chez le véto parce que, alors, je suis quelqu'un de très angoissé, il faut quand même le savoir, je suis une personne très anxieuse et voilà. Et je voulais prendre un chien pour me déstresser. Et surtout, c'était ton premier chien. Ouais, exactement. Donc, t'es hyper inquiet. Ouais. Donc, t'es hyper inquiet. Et tu le vois, il est mal. Et en plus, vu que Voltaire, il est expressif, quand il est mal, ça se voit. Donc, il est mal, il est abattu, il veut pas se lever, il veut pas manger, voilà. Ouais, et toi, ça te fait de la peine. Et moi, donc, je cours chez le vétérinaire la première fois. Et la dame me dit, mais vous savez, tous les chiots jusqu'à, je sais pas, 8 mois, ils ont tous des problèmes. Voilà quoi. C'est un peu des maladies de chiots où ils vont avoir un jour ou l'autre un peu mal au ventre, un peu des diarrhées, un peu des trucs comme ça. Il y a à peu près rien à faire que... donc, elle m'a donné évidemment quelques médicaments, tu vois, pour faire passer un peu les maux de ventre, mais tout en me disant, madame, c'est normal. Pas du tout. Ça m'alerte pas du tout. Sauf que ça se passe 1 fois, ça se passe 2 fois, ça se passe 3 fois. Je ne saurais plus dire exactement parce que j'ai plus les dates voilà. Jusqu'à un moment de mars 2025. Non, février 2025. Donc, il a 1 an à peu près, un petit peu moins d'1 an. Il a moins d'1 an. Okay. Et donc, tu vois, j'avais déjà passé du temps chez le véto à ce moment-là. Ouais. Et en fait, comme je te disais, je suis quelqu'un de très stressé. Donc, moi, je me dis, mais en fait, Marion, arrête de psychoter.
de vouloir amener ton chien pour un oui, pour un non. J'avais l'impression que les vétérinaires qui commençaient à me voir un peu souvent, ils m'avaient pris un peu pour la meuf qui a un peu peur de tout. Est-ce que tu faisais confiance à ton ou ta vétérinaire? Ah mais bien sûr. Alors bien sûr, en fait, je leur fais hyper confiance parce que c'est eux qui savent. Et moi, je le sais, et sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le chien, je suis hyper stressée. Donc, je me dis, Marion, arrête à la moindre truc. Tu te fiais complètement à eux. Ouais, exactement. Et en fait, là, il y a un peu un tournant. C'est que je vais voir le vétérinaire, pareil, il est pas bien. Et elle me dit, écoutez, il a une gastro. En ce moment, il y a une grande épidémie de gastro. Cherchez pas. Ok, très bien. Sauf que là, en fait, au bout d'une semaine, ça s'arrange pas. Ah ouais. Au bout de 2 semaines, ça s'arrange pas du tout. Au bout de 3 semaines, ça s'arrange pas. Et en fait, moi, je suis dans un état où je rappelle et ils me disent non, mais ça va s'arranger, etc. Donc en fait, je sais plus quoi penser, si c'est moi qui me fais des idées, s'il est malade, etc. Et encore une fois, les vétérinaires, vraiment, il est suivi dans une super clinique, etc. Donc je ne jette la pierre à personne, mais sur le moment, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui psychote ou est-ce qu'ils n'ont pas mesuré le truc, quoi? Et en fait, donc ils me redonnent d'autres médicaments. Que ça fait 2 semaines qu'il a la diarrhée, que ça exactement, passe pas. Exactement. Et donc ils te disent... En fait, ils me donnent d'autres des médicaments en plus. Et quand même, au bout de 3 semaines, ils me disent, écoutez, il va quand même peut-être falloir faire une petite échographie pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Au bout de 3 semaines, oui, peut-être. Exactement. Et sauf qu'en fait, à l'époque, alors ça c'est un peu technique, le cabinet dans lequel j'étais, dans lequel je ne suis plus aujourd'hui, parce que maintenant, Voltaire, parenthèse, il est suivi à la clinique plus, enfin voilà, il va plus chez un spécialiste. Ouais, exactement. Il est chez des spécialistes. Il va plus du tout à la clinique lambda, quoi. Vraiment, il va à l'hôpital, quoi. C'est vraiment voilà. Et maintenant, il est suivi que là-bas, d'ailleurs, pour tout. Donc bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, ils me disent, il va falloir faire une échographie. Et la vétérinaire qui le suivait n'avait pas d'échographie dans son cabinet. Donc elle me dit, il va falloir appeler pour prendre rendez-vous, nanani, nanana. Donc ok, je dis très bien. Donc j'appelle pour prendre rendez-vous. Sauf qu'en fait, le jour où elle m'indique tout ça, le chien, il est pas bien du tout. Et là, je commence à avoir vraiment très peur. Qu'est-ce qu'il a à ce moment-là? Il ne bouge plus, il mange plus. Et il est, en fait, et surtout, ce qui m'a alertée énormément, c'est qu'il a perdu beaucoup de poids. Et il devient vraiment la peau sur les os, quoi. Et t'as l'impression que tu t'es en train de le perdre à ce moment-là? Alors, je dirais pas que je suis en train de le perdre, parce que je pense que j'ai pas dans ma tête fait le truc, mais je me dis, attends, Marion, ça fait 3 semaines que ça va pas, je vois bien que les médicaments ne fonctionnent pas, en fait, c'est plus que je comprends pas que j'ai peur. Et là, du coup, j'appelle, et là, j'insiste. Je leur dis, écoutez, vraiment, il va pas bien du tout. Est-ce que je peux vous l'amener aujourd'hui, parce que ça va pas du tout, quoi. Et donc, ils me disent, bon, ok, venez, etc. Je suis arrivée, je me souviens toute ma vie de ce truc-là. Je suis arrivée à 13h30, je suis repartie, il était 16h. Et ils m'ont gardé le chien. Ils ont fait l'échographie, je sais pas quoi, nanana. Ils m'ont gardé le chien, etc. Et là, je vois la véto, elle sort avec une tête. Elle me dit, madame, asseyez-vous, parce que il y a vraiment quelque chose là. Donc là, je m'effondre, je pleure. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme examen? Alors en fait, ça a été. En fait, elle, vu qu'elle est vétérinaire de quartier, en fait, elle voit à l'échographie qu'il y a un problème, mais elle peut pas l'identifier. En fait, elle peut te dire juste, on a vu un truc qui est pas normal du tout. On va vous envoyer à l'hôpital. Un peu comme humain, en fait. On va vous envoyer à l'hôpital. C'est quoi l'hôpital? C'est Maison Alfort? Ouais, exactement. Alors en fait, elle m'avait envoyé vers 3 spécialistes différents, parce qu'à Paris, on a la chance qu'il y en ait 3. Mais c'est là où je me dis, j'ai de la chance d'habiter en région parisienne, parce que si j'étais peut-être dans une autre région, il aurait peut-être pas pu être pris en charge non plus, quoi. Donc voilà. Donc elle me donne 3 cliniques, hôpitaux, dont Maison Alfort, etc., pour prendre rendez-vous avec un spécialiste pour faire d'autres examens. Donc là, elle me dit, madame, votre chien, ça va pas du tout. On a trouvé, en fait, le premier truc qu'ils ont trouvé, c'est qu'à l'échographie, ils ont trouvé son œsophage qui faisait 4 fois la taille normale. Donc en fait, qui poussait tout le reste de ses organes et qui faisait une poche. Ou... Ouais, en fait, une énorme poche. Okay. Et donc en plus, tu vois, le chien, il est tout petit, donc ça pousse des vertèbres, ça pousse des trucs. Oui, et puis il a du mal à respirer. Et là, c'est l'enfer, etc. Et du coup, elle me dit, mais en fait, votre chien, il est en train de vomir parce qu'en fait, son œsophage, il est complètement bouché et donc il peut que vomir, quoi. Ouais. Donc elle me dit, bon, là, et elle me dit, moi, je sais même pas quoi vous donner comme traitement à part d'aller voir. Voilà.
Elle avait déjà vu ça avant ou pas du tout? En fait, elle a vu déjà des chiens avec ce type d'anomalie. Ouais, exactement. Mais en fait, elle me dit ça peut être dû à 45 000 trucs différents. Donc moi, je peux vous dire ce que j'ai vu, je peux pas vous dire comment l'arranger. La cause. Exactement. Et c'est surtout ça qui m'a détruit dessus, c'est qu'elle me dit mais je sais pas quoi vous dire en fait. Enfin, pas je sais pas quoi vous dire, mais je peux pas vous donner la solution. Ouais. Et en fait, elle me dit que c'est très grave. Donc c'est là où je commence à me dire mais mon chien il va mourir en fait. Enfin c'est à ce moment-là, tu vois. C'est parce que tu me posais la question tout à l'heure de à quel moment j'ai eu peur, c'est à ce moment-là où je me suis dit mais mon chien il va crever quoi. Ouais, donc elle t'annonce ça, on connaît pas du tout la cause. Exactement. Elle te dit de te diriger vers une des 3 cliniques qu'elle t'a communiquées. Ouais. Et donc toi à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Et donc j'appelle directement pour prendre un rendez-vous, voilà. Donc j'obtiens le rendez-vous après, mais c'était quoi 2 ou 3 semaines après quoi. Donc t'as déjà oui quand même, malgré le fait que ce soit une urgence. Exactement. Et en fait moi je voyais qu'il perdait du poids. Mais elle t'a dit qu'il y avait un risque quand même vital à ce moment-là ou pas tellement? Alors honnêtement je me rappelle plus, donc je veux pas dire de bêtises parce que je pense que mon cerveau il a fait un blackout un peu sur ce moment, mais je me souviens qu'elle me dit que c'est grave. Je me dis, et donc elle me dit pas il y a un risque pour sa vie ou quoi, mais en tout cas c'est sous-entendu quoi. Il s'alimente plus, non. Il vomit, en fait au bout d'un moment Et en fait elle me dit, du coup le seul truc qu'elle me dit c'est que pour qu'il mange, d'essayer de lui donner que par toute petite portion et de le faire manger avec une gamelle surélevée pour essayer que ça descende et de le tenir. Donc pendant 15 jours je le fais manger 5 fois par jour en le tenant 10 minutes après pour essayer que ça descende. Et là aussi, se passe un truc dans ma vie où je me dis, en fait, moi, j'ai une vie. 5 fois par jour, le tenir, je fais comment? C'est ce que j'allais te demander. À ce moment-là, c'est un bouleversement. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es obligée d'aller au bureau? Comment tu fais pour gérer tout ça? Alors, en fait, je travaille. Je suis seule, donc j'ai pas de copains, pour rien te du relayer, tout. Voilà. J'ai quand même des amis qui sont super, qui sont venus. Voilà. Bisous à tous mes amis. Si vous êtes là, merci beaucoup. Et Juliette aussi, donc qui gardait Voltaire à ce moment-là, à qui je raconte toute l'histoire, en fait. Vraiment la panique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai su la maladie de Voltaire, je me suis réfugiée chez elle, Juliette, je sais pas si tu t'en rappelles, où on a pleuré ensemble en mode mais il va mourir quoi. Donc voilà. Donc elle m'a énormément aidée à pouvoir le garder et à lui donner à manger un petit peu, voilà. Sauf que en fait, tu te rends compte qu'il demande un temps qui est énorme et un temps qui est pour lui. C'est-à-dire que Juliette qui garde d'autres chiens, elle n'a pas forcément le temps de passer 10 minutes comme ça avec lui. Voilà. Donc tu te rends compte que ta vie, elle est en train de changer. Et là, je commence à me questionner sur mais comment je vais faire, comment je vais vivre, comment je vais... Voilà. Donc moi, j'ai pris un chien il y a moins d'1 an avant ça en me disant trop bien, super, on va passer des super moments, etc. Et en fait, je me rends compte qu'il est malade, il va peut-être mourir et que moi, j'ai mon quotidien qui risque d'être complètement bouleversé, quoi. Ouais, mais à ce moment-là, tu te dis encore peut-être que c'est passager. Non, pas du tout. Non. Là, j'ai compris qu'il y avait un truc vraiment grave. Okay. Dans mon cerveau, j'ai compris que c'était grave. Donc, donc en fait, tous les projets que tu as eus avec ce chien, à ce moment-là, ils s'effondrent. Ça s'effondre, Tu fais le deuil, en fait, de... Et je me dis que... Et en fait, tu vois, je me dis, mais pourquoi moi? Mais pourquoi lui? Enfin, tu vois, il y a un truc de... Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Je comprends pas du tout. Ça remet en cause tout mon projet. Évidemment, je vais faire tout ce que je peux pour qu'il aille mieux. Il est hors de question que je ne m'occupe pas de lui. Mais en même temps, j'ai quand même une vie. Et tu vois, il y a un moment, et on en parlera peut-être sur la suite de sa maladie, il y a un moment aussi où toi, tu dois vivre. Parce que si ta vie est 100% autour du chien, ça marche pas non plus. Alors attends, on va revenir sur tout ça après. Mais alors explique-nous, donc tu attends ce rendez-vous. Le chien, il est pas bien. C'est cool. Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors donc j'obtiens ce rendez-vous. Au final, j'arrive à le maintenir tant bien que mal, mais il était rachitique. Enfin, c'était horrible. J'ai même eu des gens dans la rue qui m'ont dit votre chien, il faut lui donner à manger en fait. Enfin, et là tu te rends compte de la violence des gens. Je dis je vois, je fais ce que je peux en fait. Donc voilà. Et là tu es en train de le maltraiter. Exactement. Et là tu commences à ne pas dormir, tu commences à avoir peur, tu commences à vérifier s'il respire. Voilà. Et moi qui voulais pas du tout qu'il dorme avec moi et à cette époque-là il dormait pas du tout dans ma chambre, il dormait pas du tout dans mon lit. En fait je dors tellement pas que je finis par mettre son panier dans ma chambre parce que en fait je peux pas dormir. Et en plus parallèlement à ça
désolée, je fais un petit en arrière. Quand ils ont fait l'échographie, ils ont trouvé qu'il avait aussi fait une fausse route. C'est-à-dire qu'il avait des aliments ou de l'eau qui étaient dans ses poumons. Donc en fait, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait une grosse poche de l'œsophage fait qu'aussi, en fait, la nourriture stagne et elle finit par remonter. Et du coup, tu as des chances en fait de fausse route, exactement. Et en fait, la fausse route, maintenant, je connais très bien les cas. C'est en fait, ça fait un truc aussi où le chien respire très mal. Ouais. Donc en fait, il fait comme ça. Et donc en fait, moi, au moindre truc, moindre bruit, moi je ne dormais plus la nuit, quoi. Donc là, on me dit qu'il a un méga œsophage qui fait une fausse route, qu'il a de l'eau ou de l'alimentation dans ses poumons et que je dois attendre 15 jours, quoi. Donc voilà. Et évidemment, ce que je fais, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je regarde sur Internet. Ouais. Et là, c'est espérance de vie 4 mois, mort assurée. Voilà. Est-ce que tu trouves un nom, du coup, à ce qui se passe en chez fait, lui ce que je Internet sais, c'est qu'il a un méga œsophage. Okay. C'est le terme pour les chiens. Donc, c'est un œsophage beaucoup trop grand. Voilà, c'est tout ce que je sais. Donc, évidemment, ne tape jamais méga œsophage chien sur Internet. Voilà. Donc, là, je me dis, il va mourir, vraiment. Je me dis, et je pleure de rien que d'y penser, c'est un moment qui a été hyper douloureux. Ouais. Je ne dors plus la nuit, je pleure avec lui, voilà. Mais tout en comprenant pas ce qui se passe non plus. Donc là, c'est la panique. Et donc arrive ce rendez-vous. Donc j'ai rendez-vous avec un spécialiste, etc., qui regarde mon chien, etc. Je me rappelle, ils étaient 3. Donc il y avait un peu il y avait tout le staff exactement. réuni. Il y avait donc un peu celui qui était chef et j'imagine tu vois d'autres vétérinaires qui peuvent travailler avec lui sur les cas un peu voilà. Et donc ils regardent le chien sous toutes les coutures, sous tout le truc, etc. Ils lui mettent une caméra. Alors c'est comme quoi la médecine pour les chiens c'est hyper c'est évolué quasiment comme la médecine d'humain. Quand ce sont dans des centres de recherche ou dans des endroits très spécifiques, tu peux faire beaucoup de choses. Donc là, ils le gardent toute la journée pour faire une batterie de tests. Ils lui mettent une caméra dans comme une gastroscopie. Ouais, exactement. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à peu près ça. Les prises de sang, les trucs, ils regardent tout. Comment ça s'appelle ? Échographie, échographie, radio, enfin tout le tout team. Donc moi, je le laisse toute la journée. On me dit que du coup, il va être sous anesthésie générale pour faire tous ces trucs-là. T'avais peur de le laisser tout seul toute la journée ? C'était horrible. C'était horrible. Parce que t'es dans l'attente. Mais tu sais pas ce qu'il a. Et c'est surtout que quand tu fais des anesthésies générales, il en a eu plusieurs depuis, mais la première, c'est tu signes tout un papier où on te dit il y a un risque que votre chien ne se réveille pas, quoi. Ouais. Surtout pour des petits chiens qui pèsent pas beaucoup. Surtout qu'il était en sous-poids à cette époque-là. Donc voilà. Et tu dois dire, en gros, en fait, on te dit, est-ce que vous acceptez, si jamais il se passe quelque chose, que les vétérinaires aillent mettre tous les moyens en œuvre qu'ils peuvent, ou vous considérez qu'il faut s'arrêter. En fait, tu dois déjà dire un peu combien t'es... en gros, combien t'es prêt à payer pour qu'ils réaniment le chien, quoi. Ouais. Donc là, vraiment, psychologiquement, tu bascules parce que tu comprends que ça va te coûter une tonne. Tu comprends que psychologiquement, c'est l'enfer et surtout, tu sais toujours pas ce qu'il a. Donc, je le laisse. Et là, anecdote de zinzin, je reviens à la fin de la journée. Ils m'ont fait, alors on a fait 40 millions de tests, on n'a rien trouvé. Non. Ouais. Et là, au moment, je te jure, j'ai l'impression d'être dans un film, au moment où je vais payer, donc ils me disent, tu te retrouves avec une facture, énorme et pas de résultat. Voilà, pas de résultat. Et là, donc un des élèves, j'imagine, qui était avec le vétérinaire, court vers moi à la caisse. Il me dit, écoutez, madame, il y a un truc qui n'a pas été testé. Honnêtement, moi, je pense pas du tout que c'est ça. Mais vu qu'on est là, qu'on a tout testé, et qu'on n'a rien trouvé, est-ce que vous nous autorisez à rajouter ce test-là ? Et là, tiens-toi bien, une prise de sang, 270 €. Donc, et surtout, il n'y a aucun laboratoire, ni en France ni en Europe, qui sait tester cette maladie. Non. Donc, il faut envoyer le tube de sang dans une université du Texas, qui est la seule au monde capable de faire le test sur cette maladie. Mais comment il a pensé à ça, le mec ? Je sais pas, mais merci, parce que c'était ça.
Et donc, en fait, je me retrouve. Donc, tu dois attendre 3 semaines parce que c'est envoyé par je sais pas quoi, camion réfrigéré. Enfin, bref, c'est une scène de film. D'où le prix du truc. Voilà. Où en fait, tu as un centre dans le monde. Voilà. Et là, donc 3 semaines après, le mec m'appelle et me dit c'était ça. Et en fait, c'est une maladie tellement rare. C'était un jeune étudiant. Alors, je veux pas dire parce que je sais pas, mais en tout cas, vraiment, j'allais partir, tu vois. Et le gars, il m'a dit, écoutez, tant que vous êtes là, est-ce qu'on rajoute ce truc? Et moi, j'étais là, genre, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, allez-y, rajoutez-le, quoi. Et donc, c'était ça. Et donc, en fait, Voltaire, il a une myasthénie grave. Donc, c'est une maladie auto-immune chronique. Okay. Donc, en fait, ça veut dire que ces globules blancs se retournent contre lui. Et une des manifestations de cette maladie, c'est le méga-œsophage. D'accord. Mais donc en fait c'est très très loin dans le, enfin tu vois, en fait de ce que j'ai compris, alors je suis pas vétérinaire, s'il y a des vétérinaires ne me tombez pas dessus, c'est qu'en fait t'as énormément de chiens qui ont des méga-œsophages parce que c'est des malformations, c'est des trucs, voilà, mais du fait d'avoir un méga-œsophage résultant de la myasthénie grave, ils ont un cas tous les 10 ans, quoi. Et surtout que le Boston Terrier n'est absolument pas concerné par ces maladies. Mais alors, d'où ça vient? C'est génétique? C'est génétique. C'est génétique. Ouais, c'est génétique. Donc, en fait, il l'a depuis qu'il est né. Et c'est pour ça qu'il était tout le temps malade. Donc, maintenant, quand tu te fais le truc à l'envers, c'est qu'en fait, il était malade depuis le début. Et là, je me dis, donc là, petit 1, je me dis, OK, je sais ce qu'il a. Et en fait, je vois que les vétos, ils sont soulagés de savoir ce qu'il a parce que, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement. Et surtout toi, t'as dû être tellement soulagée. Alors, j'étais pas soulagée. Parce que j'ai recherché sur internet la myasthénie grave, et la myasthénie grave c'est 6 mois d'espérance de vie. Alors attends, donc ce médecin il arrive, il dit bon voilà on va faire cette prise de sang, est-ce que donc il te donne le nom de la maladie? Pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Donc en fait pendant ces 2 semaines toi t'attends le résultat sans vraiment l'attendre en fait Exactement, et donc en fait vu qu'ils avaient pas trouvé de raison à ce méga-œsophage là, il m'avait dit donc a priori il a une malformation, puis vu qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est qu'il a une malformation et point. Voilà, il n'y avait pas de truc derrière. Donc, il commence à me donner le traitement qu'on donne aux chiens qui ont ce méga-œsophage, qui est un truc hyper compliqué, machin truc. Donc, moi, alors, je vais commander tous les médicaments. Parce qu'en fait, il faut savoir, et toujours aujourd'hui, Voltaire, les médicaments qu'il a, c'est qu'en fait, il n'y a pas de médicaments pour chiens. Donc, en fait, c'est des médicaments pour humains que tu dois aller faire fabriquer à la pharmacie. Parce qu'en fait, Voltaire qui fait 8,5 kg maintenant, en fait, il ne peut pas prendre la dose, même la dose enfant, c'est trop. Donc, en fait, tu vas à la pharmacie. Ils te font la petite. Et en fait, ils te fabriquent. Voilà. Donc, ça coûte une tonne, encore une fois. Tu mets une semaine pour l'avoir. Et donc, c'est dans des petits tubes voilà, où il y a écrit pour Voltaire. Voilà. Donc, en fait, il y a une fabrication humaine. Voilà. Ce n'est pas des petits trucs qu'on donne comme ça, comme pour nous. C'est vraiment des médicaments. Une sacrée organisation pour ne pas manquer de. Enfin, tu nous racontes c'est leur ça après, mais... voilà. Donc, du coup, il me donne un premier traitement en me disant, les chiens qui ont des méga-œsophages, en gros, ça se cure pas, mais en fait, on leur donne des médicaments pour les aider à vivre avec. Donc, en gros, moi, on me dit, votre chien, il a le méga-œsophage à vie, et on va vous donner, en gros, des médicaments pour du confort, mais ça se réglera pas. Et de là, je demande au vétérinaire, mais il va mourir, du coup, parce que moi, je suis toujours dans la question de... il va mourir, en fait. Voilà, Et en fait, le véto me dit, en fait, tout dépend de sa capacité à ne plus faire de fausses routes. Donc, je reviens à l'histoire de la fausse route. C'est qu'en fait, le méga-œsophage en soi, alors c'est grave, mais tu peux vivre avec. Si tu as des médicaments pour t'aider en fait, à faire descendre tous les aliments. Et encore, là, j'en étais encore à porter le chien pendant 10 minutes après qu'il mange pour que les aliments descendent. Donc, en soi, tu peux vivre avec. Le risque, en fait, c'est le risque de fausses routes et d'aliments et d'eau qui vont dans les poumons. Et c'est ça qui est mortel, en fait. Donc les chiens ne meurent pas de méga-œsophage. Enfin, de ce que j'ai compris encore une fois, ils ne meurent pas de méga-œsophage, mais des fausses routes associées en fait. Donc à ce moment-là, mon chien, il avait fait, donc là j'avance un peu dans le temps, il avait fait 3 fausses routes. J'en ai eu 3, voilà. Donc il me dit en fait, plus votre chien va faire des fausses routes, plus son espérance de vie va baisser. Et en fait, sa capacité à se remettre de ces fausses routes et à sa capacité à ne pas en faire. Et donc quand ils avaient fait tous leurs tests là pendant toute la journée, ils ont fait aussi une radio des poumons. C'est ressorti parce qu'il avait des poumons aussi abîmés qu'un chien de 10 ans. À cause des fausses routes. Parce qu'en fait, il y a celles que tu vois parce qu'elles sont graves, mais en fait... Parce qu'une fois que c'est coincé dans les poumons, comment on fait pour descendre tout ça En fait, ils te donnent des antibiotiques qui tuent
L'inflammation. Ouais, exactement. Alors, et pour le coup, ça marche hyper bien. Le seul truc, c'est que ça laisse des cicatrices. Ouais. Et en fait, quand ils passent le chien sous la radio, ils me disent que mon chien, il a des poumons d'un chien de 10 ans. Parce qu'en fait, depuis qu'il est né, il a fait des micro-fausses routes en permanence. Donc en fait, donc là, il me dit, en gros, pronostic vital sous réserve, on va dire ça comme ça, que le chien ne fasse pas de fausses routes ou arrive à cicatriser. Il me dit, la seule bonne nouvelle que vous avez, c'est que s'il fait plus de fausses routes, les poumons, ça se refait. Ouais. Donc si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il fait pas de fausses routes, les poumons vont se... Il y a une capacité, de régénération. Surtout qu'il est petit. Donc en fait, ils me disent, là, entre guillemets, la chance que vous avez, c'est qu'il est enfant. Donc en fait, il a plus de chances aussi de s'en sortir en étant enfant. Donc en gros, je repars chez moi avec un truc un peu mitigé parce que déjà, là, je te dis ça aujourd'hui avec mes yeux d'aujourd'hui, j'ai compris toute la maladie et maintenant je la connais, etc. Quand on te balance tout ce flot d'infos... Mais c'est ça, comment est-ce que tu prends, comment tu intègres toutes ces infos à ce moment-là, quoi? Je comprends que ma vie va être compliquée. Je comprends que le chien, il va prendre des médicaments matin, midi et soir et que je sais pas comment je vais faire. Enfin, moi, tu vois, j'étais à ce moment-là, évidemment, j'étais paralysée du fait que il va peut-être mourir, mais plus pragmatiquement de comment je vis avec ce chien. Quid de la vie du chien, quid de son confort, parce que là, en fait, je me rends compte que ça fait 1 an et demi qu'il souffre. Ouais. Et ça, je vais te dire, c'est le truc qui me fait le plus mal au cœur et encore aujourd'hui. Ça veut dire que le chien, il a souffert en silence depuis qu'il est petit, quoi. Et en fait, il souffre. Les vétérinaires te disent qu'il souffre? Non, mais ça, c'est moi qui ai dit qu'il... Tu le vois, tu le connais. En fait, je le vois, et puis quand tu vois le résultat de la radio avec plein de cicatrices dans les poumons, le méga œsophage qui remonte jusque-là, tu te dis, c'est pas une promenade de santé, quoi. Ouais. Et je me dis, mais en fait, le chien, il souffre, quoi. Et il souffre en silence. Et j'ai regardé pas mal de trucs, tu vois, sur Instagram et tout. Et en fait, apparemment, les chiens, tu vois, ils ont une facilité à cacher toute leur souffrance, etc. Enfin, ils arrivent à vachement dissimuler. Et je me dis, mais en fait, il a vécu un enfer. Et moi, j'étais là et je le savais pas. Et d'un autre côté, faut pas que je me blâme parce que c'est hyper rare. Enfin, ils ont un cas tous les 15 ans. Donc, même, tu vois... c'est juste tombé sur toi et j'ai pas de chance. Et pour l'anecdote, la première véto que j'avais vue en février 2025, qui m'avait dit « Mais c'est une petite gastro », je la recroise par hasard mois après. Elle ouvre le truc. Elle me dit « Mais c'est pas possible ». Elle me dit « Mais moi, je me souviens de Voltaire, oui, je me souviens très bien. » Elle me dit « Je me souviens très bien que, oui, avec sa gastro. » Et je lui dis « Bah, regardez. » Et là, il y a 40 000 lignes, tu vois, de trucs. Elle me dit, mais j'aurais jamais pu imaginer qu'il avait une myasthénie grave, truc qui n'existe pas. Faut pas lui en vouloir. De toute façon, alors, le truc pas qui du tout. Alors, vraiment, uniquement dans l'université de... Et alors, vraiment, je raconte ça juste, c'est qu'elle pouvait vraiment pas savoir. Et j'en veux absolument à personne. Et pour le coup, maintenant que je vois ça avec le recul, il a été pris en charge hyper rapidement, en fait. Parce que moi, j'ai le chien en mai 2024 et il est diagnostiqué en avril 2025. Donc, en fait... finalement l'un dans l'autre. Diagnostiqué par chance. La probabilité en fait qu'il soit diagnostiqué avec cette maladie. Mais... Et donc voilà, merci énormément à ces vétos qui ont fait tous les checks, quoi, parce que du coup c'est grâce à eux qu'on sait ce qu'il a. Et en fait, il y a un monde où je me dis, on n'aurait pu jamais savoir en fait. Et on aurait pu le traiter pour un autre truc qui n'était pas ça. Enfin, tu vois, donc c'est... Mais... je sais plus ce que je disais, pour le moment où je reçois toutes ces informations, en fait, je suis soulagée de savoir qu'il a quelque chose. Parce que, aussi, moi, pendant tout ce temps, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis zinzin, quoi? Tu vois, je me dis, est-ce qu'en fait, c'est pas... J'ai jamais eu de chien, encore une fois. Est-ce que tous les chiots, ils sont tous malades, un petit peu comme ça? Et en fait, c'est moi qui me crée une vie. Si c'est ça, je pense que personne n'aurait de chien. Ouais, non, mais c'est ça. Mais tu vois, moi, j'arrive pas à doser le truc, tu vois. Bah ouais. Donc, quelque part, je me dis, ok, donc j'étais pas folle. Donc, il avait et vraiment tes proches, un truc. à ce moment-là, ils te disent quand même, bah ouais, effectivement, il y a un truc qui va pas. Ou qu'est-ce qu'ils disent tes proches Par rapport au chien? Ouais. Eh ben, en fait, pas grand-chose, parce que, en fait, Voltaire, il est mal. Alors, pour le coup, pendant tout le mois où il était mal, évidemment, j'ai pas trop de gens qui sont venus chez moi, etc. Donc, il y a très peu de personnes qui l'ont vu, à part Juliette qui me disait « Ouais, c'est vrai, il a du mal à marcher, il est pas bien. » Voilà, puis je voyais bien les gens que je croise, tu vois, tous les voisins, ils te disent « Il est quand même maigre, il a pas l'air d'aller, puis il mange pas, quoi. »
Ouais. Donc, et puis à Voltaire, pour le faire manger, c'est très compliqué. Moi, comme tout le monde qui avait l'image, tu sais, du chien qui se jette sur la bouffe, encore aujourd'hui, Voltaire, parfois il mange pas, quoi. Donc, c'est vraiment aussi un chien qui est différent, quoi. Et du coup... Et si ça le fait souffrir, exactement, tu vois, mais exactement. c'est peut-être pour ça, mais exactement. quoi. Et c'est là où je me dis, mais en fait, il a souffert pendant tout ce temps. C'est horrible, quoi. Et je peux pas mesurer la souffrance qu'il a, même encore au moment où j'apprends ça, quoi. Ouais. Donc, ils me disent, bon voilà, alors on a trouvé, il a une myasthénie grave. Et en fait, le nom de la maladie, c'est myasthénie grave. Et donc toi, t'es là, grave. Comment ça, grave? Enfin, en fait, c'est juste le nom de la maladie, mais du coup, ça résonne, tu vois ce que je veux dire? Et il me dit, écoutez, madame, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement qui existe, qui marche hyper bien. Donc, normalement, il m'a dit, on a même des cas de... Comment dire? De rémission? Ouais, de rémission totale sur des jeunes chiens uniquement. Et il me dit, le vôtre, il a 1 an. Donc, vous êtes dans la probabilité, en fait. Ok. Et il me dit, voilà, donc il y a un traitement. Donc, c'est 4 médicaments par jour, 2 fois par jour. Donc ça, pareil, tu vois, tu te soir. dis... Ouais. Donc là, déjà, c'est un peu bête, mais j'ai plus le midi. Et là, j'ai un soulagement parce que je me dis, ok, je suis plus obligée de rentrer le midi. Je suis plus obligée de demander à Pierre-Paul Jacques de venir le midi. Tu vois, il y a une espèce de truc qui retombe où c'est matin et soir. Et je lui dis, et je dois toujours le tenir parce que moi, c'était aussi ça qui était vraiment painful, quoi. C'est que je lui donnais à manger 5 fois par jour et je devais le tenir. Et ça... on se rend pas compte, mais dans le quotidien, c'est pesant. C'est-à-dire que tu as 50 minutes par jour, 1 heure, où tu es comme ça avec lui. Mais surtout que si ton chien, il a pas vraiment envie de manger et que tu dois, même si c'est que matin et soir, et qu'il veut pas manger, mais en fait, tu es bloqué, quoi. Parce qu'il prend pas son traitement, tu peux pas partir au bureau, tu es en retard, tu as une réunion derrière. Et ben voilà, c'était ma vie. Et donc, en fait, je dis au vétérinaire, est-ce que du coup, je suis obligée de le garder, quoi. Et là, il me dit, en fait, achetez une gamelle surélevée et c'est bon. Okay. Et là, je me dis... En fait, c'est vraiment un tout petit truc qui a changé ma vie. C'est que du coup, maintenant, il peut manger de façon autonome, sans risque. Voilà. Donc, il part avec ce traitement. Il fait 2 fausses routes encore parce que le traitement, il met du temps. C'est un traitement de fond, tu vois. Donc, il fait encore une fausse route. Donc là, il est diagnostiqué, on est au mois d'avril. Il refait une fausse route en mai, une fausse route en juin. Donc... Voilà. Et du coup, vu que dans son compte-rendu, il a écrit sa capacité à pas faire de fausse route, je me dis, on est mal embarqué quand même. Ouais. Donc, en fait, jusqu'à l'été, je suis un peu dubitative, tu vois, parce que je me dis, ok, on a un traitement, mais les fausses routes, elles continuent. Je vois qu'il mange un peu mieux, qu'il vomit moins, parce que, en fait... Ouais, donc tu vois quand même une petite amélioration. Ouais, mais c'est pas zinzin, quoi. C'est petit, quoi. Et en fait... parce que des symptômes, je parlais de diarrhée tout à l'heure, mais en fait, le gros symptôme, c'est des vomissements. Alors, c'est pas vraiment des vomissements, mais c'est des régurgitations. Donc, en fait, c'est que t'as de la nourriture qui est coincée, donc il finit par cracher, en fait. Ouais. Donc, et puis, t'as aussi un truc, donc ça, tu vois, c'est quand t'emmènes ton chien chez des gens, quand tu le fais garder, eh ben, faut dire aux gens, en fait, il y a une possibilité qu'il crache partout, quoi. Donc, tu vois, même quand je l'amenais chez Juliette, chez des amis, chez ma mère... tu vois, toi, t'es un peu... C'est problématique. Ouais. T'es un peu mal. Et puis, je te parle pas, du coup, du fait que si je pars, le moindre week-end où je pars, je fais comment ? C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui accepte de le garder, de prendre la responsabilité d'un chien malade. Et ouais. Donc ça, c'est très compliqué. Et là, je comprends. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais tu vois, je comprends que ma vie, quand même, ok. Donc, en fait, je suis moins dérangée dans mon quotidien, si je dois dire. Enfin, dérangée, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais dans ma vie... dans mes vacances, dans mes loisirs. Quand tu te projettes, c'est quoi toutes les choses en fait sur lesquelles tu es obligé de faire des concessions. Et toujours aujourd'hui, je fais encore un petit fast-forward, toujours aujourd'hui quand je pars en vacances, c'est la crise, quoi. Parce que j'ai peur. La personne qui accepte de le garder, elle prend quand même une grande responsabilité que j'ai pas forcément envie de lui faire porter. Enfin, tu vois, c'est pas de sa faute si le chien il est malade. Enfin bref. Enfin, bon là, bref, je fais des... Ouais. Je vais un peu trop vite dans l'histoire, mais... Donc voilà, donc là, pendant l'été, je me dis, écoute, j'avais rien prévu, alors même avant toute cette histoire de maladie, j'avais rien prévu de particulier. Donc, j'avais prévu de l'emmener avec moi. Mais là, tu l'emmènes avec toi, t'emmènes tout son dossier médical. Et ouais.
Parce obligé que de prévoir du coup ah bah, tous les et du coup, médicaments. je vais dans une maison de campagne avec des amis à moi. Ça va pas louper. Premier jour, on est là-bas. Le chien, il est pas bien. Il commence à cracher. Nanani, nanana. Je suis putain, ça y est. Voilà. Et là, comment tu fais? T'es en pleine campagne avec des vétérinaires qui ne connaissent pas cette maladie. Et heureusement, j'avais imprimé, pour te dire, vraiment à l'ancienne, j'avais imprimé tout son dossier médical. Et je l'avais pris avec moi, dossier médical épais comme ça, pour me dire, ok, si jamais j'arrive chez le véto, je lui donne le dossier médical. En fait, j'ai tellement peur qu'il fasse quelque chose qu'il ne faut pas, enfin, voilà. Et donc, premier jour, il tombe malade. Je l'amène chez un véto. Et je lui dis, écoutez, alors, je préfère vous prévenir tout de suite, il a une myasthénie grave, je ne sais pas si vous connaissez, je vous ai apporté le dossier médical parce que, voilà. Et là, il me dit, une myasthénie grave? Il me dit, oh, mais c'est pas possible. Et je vois le veto. Il connaissait du coup? Non, mais il avait fait sa thèse ou je sais pas quoi de veto sur cette maladie. Non. Si. Mais genre le fin fond de attends, la France. Les coïncidences de malades, en fait, fou. tu tombes vraiment sur les bonnes personnes exactement. au bon moment. Là, j'ai eu de la chance. Et le gars, alors c'est un peu bizarre, mais j'avoue que ça me fait plutôt rire aujourd'hui. Le gars, il est trop content. Tu vois ce que je veux dire? Il a un cas clinique. Mais, Et genre, il me dit, mais en vrai, c'est la première fois que j'en vois en vrai, je suis trop content. Et il m'a dit, je cite, il m'a dit, est-ce que je peux faire une radio que je vous facture pas juste pour voir la maladie dans le là, t'as refait vraiment sa journée. J'ai refait sa journée. Le gars, il m'a gardé 2 heures. On a parlé de la pluie et du beau temps. Enfin bref, vraiment, je me suis fait un pote, quoi. Bah c'est ça, s'il a fait sa thèse dessus, en fait, il avait que la théorie. Et donc, il a fait toute la radio, je sais pas quoi. Il l'a envoyé à tous ses potes en disant, regardez, j'ai une belle myasthénie, là, elle est très belle et tout. Donc, tu vois, je me dis, maintenant, vaut mieux en rire, quoi. Tu vois, pour un peu... voilà, il faut arriver... Et au final, tu vois, on revenait tout à l'heure au fait que j'étais anxieuse, il n'y avait rien du tout. Et là, du coup, je l'ai amené pour rien. Le gars, il me dit, il n'y a rien du tout. En fait, Parce que c'était quoi les symptômes? En fait, tu sais, il est abattu, il veut plus marcher, il veut plus manger. Et puis, il a comme un truc coincé, et il crache. Et en fait, il me dit, en fait, là, ce qui s'est passé, il n'y a rien du tout. Il a fait aucune fausse route, il n'a pas une crise. Parce que, en fait, du coup, la myasthénie, c'est par crise. Donc, il fait des sortes de crises aiguës, tu vois. Et en fait, il me dit, écoutez, en fait, il n'y a rien. C'est juste qu'il s'est... En fait, à force de cracher depuis de longs mois, il a juste la gorge qui est hyper irritée. Et c'est tout. Et il n'y a rien. Donc, tu vois, c'est aussi toujours ce truc de se dire, j'y vais. Mais alors, maintenant, je vais te dire, hein, dès que je sens, j'y vais. Parce que j'ai développé une sorte de petit instinct, tu vois, où je le connais par cœur. Enfin, maintenant, je suis avec lui H24, je reconnais le moindre de ses symptômes. Maintenant, je le reconnais, voilà. Et d'ailleurs, par rapport à cette période où ça va faire bientôt 1 an, je me suis déstressée, tu vois. J'ai retrouvé une sorte de truc un peu plus normal. Mais du coup, je me dis, ok, si l'été passe, il aura été malade depuis février. Si je passe l'été, tu vois, ça va faire plus de 6 mois. Et moi, j'ai toujours en tête le truc sur Internet qui me dit, il a 6 mois à vivre. Donc là, je me dis, s'il passe ces 6 mois, tu vois, pour moi, c'était, en fait, et toujours aujourd'hui, s'il passait septembre 2025, c'était bon. Tu vois, je m'étais mis un truc en mode... Je sais pas pourquoi, tu vois. Parce que je pense que j'avais lu ça, et du coup, c'est resté dans ma tête, et du coup, j'ai compté 6 mois bêtement, et, tu vois. Et en septembre 2025, il va hyper bien, tu vois. Ouais. Et toi, ça te soulage, en fait. Et dans de ta là, tête, exactement. Et de là, je fais mon premier rendez-vous de contrôle avec le même vétérinaire, parce que du coup, maintenant, Voltaire, il a des rendez-vous de contrôle tous les 6 mois, pour l'instant, à vie. Avec ce même grand professeur, voilà. Et donc, il lui refait tout un check, et qui me dit, ça va beaucoup mieux. Donc là, premier soulagement, en se disant, en fait, la maladie est toujours présente, mais elle régresse. Donc, première bonne nouvelle. Et surtout, les médicaments qu'on lui a donnés, on ne savait pas si ça allait marcher, petit, hein, parce que c'est vraiment chien dépendant. Tu as des chiens qui ne les supportent pas, tu as des chiens chez qui ça marche, tu as des chiens chez qui ça ne marche pas. Donc, en fait, tu as une sorte de poker un peu de dire, on va lui donner, puis on va voir quoi. Donc, les médicaments fonctionnent. Donc, on peut augmenter la dose parce qu'il commence à une petite dose et il faut augmenter la dose. Le problème de ces médicaments, c'est que comme tout traitement que tu peux avoir toi, tu as des effets secondaires. C'est quoi les effets secondaires? Les effets secondaires, c'est que ça fait très mal au ventre et que ça fait des diarrhées. Et donc, en fait, chez des chiens qui sont déjà fragiles, là, pour le coup, de la race, c'est des chiens qui, en termes de digestion, etc., sont un peu sensibles. Donc, tu lui flingues son tube digestif, quoi. À 4 médicaments 2 fois par jour, tu vois, voilà. Donc, du coup, tu redonnes d'autres trucs
pour aider à la Est-ce flore intestinale. Il les avait, ces effets secondaires, du coup? Ouais, il les avait un petit peu. Et en fait, du coup, maintenant et toujours aujourd'hui, tu vois, on est dans la gestion de... On peut augmenter la dose pour qu'il aille mieux, mais pas le bon trop, équilibre. parce que s'il fait diarrhée sur diarrhée, bah... ça marche pas. Donc en fait, on est dans un truc un peu de dosage de quel niveau de médicament on peut mettre et aussi quel autre médicament pour contrer les effets secondaires acceptables. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est un peu un micmac, tu vois, qu'il faut adapter tous les 6 mois. Et donc là, il me dit, écoutez, votre chien, il va bien, on va pouvoir augmenter. Et ils me disent, voilà, si vous voyez que le chien, il n'est pas bien, que le chien, il ne supporte pas le médicament, parce qu'apparemment, comme je disais, c'est un médicament qui n'est pas supportable par tous. Donc, ils augmentent, tu vois, hyper prudemment, petit à petit. Et aussi en fonction de son poids. C'est-à-dire que vu qu'il était rachitique, il fallait aussi qu'il reprenne du poids pour pouvoir accepter. Voilà. Donc là, depuis, il a pris quasiment 30 ou 40% de masse en plus. Donc tu vois, si tu te rends compte pour un petit chien, tu vois, c'est comme si toi, tu prends 30% de poids. Enfin, tu vois, il a grossi vraiment, il a grossi, quoi. Et donc du coup, plus il grossit, plus la dose peut être augmentée. Donc en fait, voilà. Donc du coup, ils me disent que ça va mieux. Donc là, je commence à souffler, tu vois. Je commence à me dire... parce que tu as derrière tout l'investissement que tu mets toi en temps, argent, voilà, et tu as l'inquiétude toujours, tu vois, qui est toujours là. Donc là, tu commences à souffler. Tu commences à te dire, ok, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il y a de l'espoir, quoi. Il y a de l'espoir. C'est une orga de zinzin parce que les médicaments, il faut faire attention, il faut aller à la pharmacie tout le temps. Et c'est ça, raconte-nous un peu c'est vraiment une orga de fou. Alors, encore une fois, j'ai un pharmacien qui est hyper gentil, qui est hyper génial. Pareil, je lui fais un coucou. Je suis vraiment... En gros, j'ai l'impression que sur le chemin, tu vois, entouré, quoi, je suis vraiment tombée sur des petits anges un peu partout qui m'ont énormément aidée parce que, tu vois, c'est pareil... avant d'aller dans cette pharmacie, je vais dans d'autres pharmacies, je leur dis vous faites des préparations pour médicaments vétérinaires? Bah non. Parce que eux, ça leur demande un travail, tu vois. Et vous faites les médicaments vétérinaires? Bah non. Est-ce que vous vendez même d'autres trucs pour les chiens? Non. Enfin, en fait, j'ai eu beaucoup de refus comme ça. Et pareil, dans la pharmacie, tu vois, tu parlais de gens pareil, qui tombent sur mon chemin. Donc, il y a le pharmacien qui est hyper sympa. Il travaille avec une dame qui a 4 chiens et qui m'a dit mais comment ça, votre chien, il est malade? Mais non, mais oh là là, etc. Et en fait, et donc, à chaque fois, je vais la voir, elle me dit comment ça va, Voltaire? Enfin, en fait, je suis vraiment tombée sur des gens, tu vois, qui sont hyper gentils. Ouais, exactement. Et donc, là, du coup, je commence à un peu souffler, quoi. Donc, mais je me rends compte que l'orga, elle est, voilà, comme je disais, l'orga des médicaments, l'orga de si je dois partir, si je veux me faire ne serait-ce qu'un week-end. Même tes journées, en fait, au quotidien. Tu te lèves, en fait, raconte-nous un peu ta journée type. Alors, en fait, j'ai la chance dans mon entreprise d'avoir du télétravail, donc ça m'a permis un peu aussi quand même de rester avec lui. J'en ai 2, donc ça fait déjà 4 jours dans la semaine. T'as le droit d'emmener ton Non, chien? j'ai pas le droit. Non, malheureusement. J'aimerais bien, mais non. Et donc de là, je m'arrange. J'ai une de mes amies qui fait des cours de piano qui sont pas loin de chez moi. Donc je lui dis, est-ce que tu peux passer pour revoir le chien? Donc les jours où je suis pas là, ça s'organise comme ça. Juliette, énormément, qui a gardé Volt pendant très longtemps, à chaque fois, parce que aussi ces dosages de médicaments, les heures de médicaments ont énormément changé, parce que comme je te disais, vu qu'en fait c'est des maladies hyper rares, ils font vraiment un traitement par animal, et donc en fait t'as la dose qui change. Un jour on m'a dit il faut que je le donne à 7h du matin, après ils ont dit en fait c'est mieux à 9h. Enfin en fait tu vois, vu que c'est vraiment fait sur mesure, bah t'as des adaptations tous les 2-3 mois. En termes de dosage, en termes d'heures, etc. Et donc Juliette, elle pourra s'en rappeler. Un jour, je lui dis, bon, donc, tu lui donnes à 9h. Après, en fait, non, tu lui donnes à midi. Après, donc en fait, t'écris. Donc maintenant, chez moi, j'ai 4 pages manuscrites que je distribue aux gens qui viennent garder le chien ou à qui je le laisse, où c'est tout expliqué. Parce qu'en plus, tu vois, les gens, ils veulent bien faire. Donc, ils se disent, attends, et puis il y a 4 médicaments. Alors, ça, il ne faut pas qu'ils mangent après. Ça, il ne faut pas qu'ils mangent avant. Ça, c'est pendant qu'ils mangent. Donc, en fait, tu vois, tu as vraiment 4 trucs avec 4... comment dire c'est très, très spécifique, quoi. Et donc, du coup, je lui expliquais. À chaque fois, elle me dit, mais comment ça a encore changé? Je dis, on a encore changé. Donc, et puis après, il y avait un médicament qui ne supportait pas. Donc, on a rechangé. Enfin, tout un micmac. Ça qui a duré, tu vois, je dirais pendant quasiment 6 mois, le temps qu'on trouve un peu le rythme de croisière.
Exactement. Et donc, ça a duré jusqu'à à peu près tout ça, quand on est en 2026 là. Ça a duré, ouais, je dirais, ouais, quasiment un peu un an à trouver le truc. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a énormément aidée, que j'embrasse. Et qui m'a énormément aidée, qui était et pour l'anecdote, encore une fois une anecdote de fou, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, et c'est une des premières personnes, hasard total, qui a vu Voltaire le lendemain de quand je suis allée le chercher. Non. Hasard de fou. Et comment ça s'est passé du coup? Et qu'il l'a pris dans ses mains quand il était grand comme ça. Et en fait, à l'origine, c'était quelqu'un que je connaissais comme ça et que je croisais dans la rue parce qu'on habite pas très loin. Et je le croise avec mon chien. Il me dit, mais t'as un chien? Je dis, oui, j'ai un chien. Ah, trop mignon, machin. Et c'est une des premières personnes qui l'a vu et qui l'a tenu dans les bras. Et genre 1 an et demi après, c'est la personne qui partage ma vie, tu vois. Il y a des trucs incroyable. Un peu... voilà. Et donc, du coup... et qui a vachement suivi, parce qu'au début on était, on va dire, de simples connaissances, puis on a un petit peu plus parlé au fur et à mesure, donc il avait un peu suivi tous les... Il connaissait toute l'histoire. Exactement. Et en fait je le voyais même avant qu'il y ait, on va dire, un peu en arrière-plan du coup, exactement, il était en arrière-plan, et je le voyais même, tu vois, à chaque fois il était là, mais ça va bien le chien, mais comment ça, il a une maladie, enfin, même tu vois, si on se croisait 10-15 minutes dehors, à chaque fois il prenait, tu vois, il me disait, ton chien, ça va. Et donc bon, total des totos, c'est la personne qui partage ma vie aujourd'hui. Donc du coup, ça m'a énormément aidée, parce que être à deux au lieu d'être tout seul, ça te permet de te libérer énormément de temps, etc. Et donc en fait, ça s'est un peu fait comme ça, où du coup maintenant, on est deux, donc c'est beaucoup plus facile de s'occuper de lui, de lui donner tous ces médicaments. Et comme je te disais, vu que maintenant on a trouvé un peu le rythme aussi de ces médicaments, etc., tu vois, il y a moins de changements. En fait, il y a eu vraiment une grosse année un peu de bazar, et avant de trouver le bon rythme. Parallèlement à ça, il a plus fait aucune fausse route. Donc tu sens que, tu vois, moi qui avais vraiment retenu son pronostic vital est engagé à partir, est réservé si il multiplie ses fausses routes, je vois qu'il fait plus de fausses routes. En fait, il n'y a que du positif, quoi. Et tu vois, et limite, c'est... tu vois, genre, je souffle un peu plus chaque mois qui passe, voilà. Et je dirais, tu vois, là, on est quoi, en juin 2026, je dirais que ça fait à peu près vraiment, je dirais 1 an et un peu moins d'1 an que ça va, tu vois, que j'ai vraiment déstressé, quoi. Tu vois, où je me dis, voilà. Et en fait, j'ai plutôt maintenant appris à vivre avec ces crises. En fait, il fait des sortes de crises aiguës où en fait, il a très mal au ventre, il a très mal, il a beaucoup de diarrhée, il vomit, etc. Et en fait, depuis qu'il va mieux, on va dire depuis 1 an, il y a eu 2 cas. Donc en fait, j'ai dans la tête, en gros, qu'une fois tous les 6 mois, il va y avoir une crise. Et c'est un peu ça, tu vois, qui me stresse, dans le sens où ça me stresse pas tant que ça, parce que je sais que ça va arriver et c'est pris en charge. C'est cyclique, t'es préparé, c'est tu juste sais comment ça se passe. Si je suis pas là. Et ça, j'ai un stress de zinzin de me dire, je vais partir 3 jours. Et ça va être là. Et même quand tu vas au bureau, en fait. Aussi. Mais alors maintenant, il y a quand même quasiment toujours quelqu'un avec lui. Et puis, c'est ça, il y a ton copain, en fait, qui exactement. est là. Et puis même, tu vois, alors encore anecdote, les 2 dernières qu'il a faites, et pourquoi j'ai aussi peur de ça, parce que je pars en week-end au Portugal avec une de mes amies, on part 3 jours. Je pars de chez moi, j'arrive à l'aéroport, je vais monter dans l'avion, et là, Juliette, qui le gardait à cette époque-là, elle m'appelle, elle me dit, écoute, le chien, ça va pas du tout, etc. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai même pas pris l'avion. T'étais en train de monter dans l'avion, c'est ça ? Ouais, je suis en train de monter dans l'avion. Et qu'est-ce que tu fais ? Et donc, tu fais demi-tour ? Non, je fais pas demi-tour, mais je lui dis parce que en plus je comprends, tu vois, les gens qui sont pas habitués, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que vraiment. Donc tu te dis qu'elle panique un petit peu, peut-être pas pour rien, mais que. Non, mais je comprends. Parce que limite, tu vois, moi là maintenant, ça va faire 2 ans, quasiment et demi. Même moi, je panique encore. Donc imagine quelqu'un qui est pas habitué, tu vois. Donc elle me dit, écoute, ça va pas du tout, et ça. Donc mon copain qui était je ne sais où, machin, je lui dis, est-ce que tu peux y aller, quoi. Donc en fait, il a réussi donc il devait rester, enfin je sais plus trop, mais il réussit,
à venir pour... voilà. Ok. Donc, mais, enfin, tu vois, pareil pour lui qui... bon, maintenant, ça va mieux, mais tu vois, moi, j'ai quand même, entre guillemets, 1 an et demi de plus avec le chien. Donc, une nouvelle personne qui arrive, elle le connaît toujours moins que moi, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, lui aussi panique un peu. Enfin, je comprends que c'est un peu la panique à bord, quoi. Et c'est de ce truc-là où maintenant, j'ai très peur que ça se passe quand je suis pas là. Mais je me dis, tu vois, faut pas que je m'empêche de vivre. Parce que sinon, c'est pas possible, en fait. Et moi, qui voyageais énormément avant d'avoir le chien, je voyage toujours beaucoup, mais je dois avouer que c'est moins quand même. J'ai parté en sac à dos 4 coins du monde, etc. Maintenant, je me dis, est-ce que je partirais 3 semaines ? Et surtout que tu peux pas le prendre avec lui. Non. Parce que... Non, et parce que pour l'anecdote, Voltaire ne peut pas passer les frontières. Il peut pas passer les frontières parce que il y a un certain nombre de vaccins qu'il peut pas faire, notamment le vaccin contre la rage, etc. Il peut pas les faire. C'est vrai. Ouais. Et je crois que chez les chiens, il y a 5 vaccins obligatoires, un truc comme ça. Voltaire, il peut en faire que 2. Et là, fresh news, je suis en plein dedans. On doit lui faire une sérologie pour voir à quel point il est protégé contre les maladies. Parce que du coup, quand il croise d'autres chiens, est-ce que c'est restrictif en fait c'est pas restrictif parce qu'on compte sur le halo, c'est-à-dire qu'on compte que tous les autres chiens sont vaccinés, donc ils vont le protéger. Mais donc, il peut pas voyager. Donc moi j'ai des gens que j'aime bien aller voir côté Belgique, Suisse, etc. Tu vois, tu pourrais l'emmener, tu peux pas prendre l'avion avec toi, il peut pas prendre, enfin c'est un enfer. Et là du coup là le sujet en ce moment c'est de savoir quel vaccin il va pouvoir faire pour cette année. Donc a priori là il peut en faire 2 et on va lui faire une sérologie. Alors pareil, je connaissais pas tous ces termes là, vraiment je deviens expert vétérinaire. On va lui faire une sérologie pour voir à quel point il est protégé. Et après, en fait, c'est le bénéfice-risque. C'est qu'en fait, vu qu'on lui donne des médicaments pour que ses globules blancs baissent, tu le vaccines contre une maladie, ses globules blancs augmentent. Donc, en fait, c'est jouer contre ton camp de faire ça. Donc, en fait, encore une fois, tu vois, pareil, c'est tailor-made vraiment pour lui. Et chaque année, on regarde qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, quels sont les médicaments. Enfin, tu vois, c'est vraiment du sur-mesure en permanence pour lui. Donc, voilà. Mais donc, tout ça pour dire que moi qui voyageais énormément, j'ai quand même un peu réduit ce que je faisais parce que, j'ai vraiment peur. Je dois avouer que j'ai peur. Et que tu as envie de rester avec lui aussi, je pense, c'est ça Pas tellement. C'est pas vraiment ça parce que, honnêtement, je suis entourée de gens vraiment géniaux qui prennent soin de lui, mes amis, Juliette, tout le monde. Enfin, je sais que j'ai des gens qui peuvent garder mon chien. C'est pas un problème, voilà, et qui vont s'occuper de lui super bien. J'ai une copine à qui je fais un gros bisou qui vient même dormir chez moi pour garder le chien et qui connaît toute la maladie et qui s'occupe hyper bien de lui, etc. Donc, c'est pas... En fait, j'ai toute confiance en eux et je sais que s'il y a un problème, ils réagiront hyper bien, etc. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai pas envie de leur faire peser la responsabilité, tu vois, de devoir l'amener. Est-ce que gênée aussi de trop demander peut-être un peu. Et de me dire, tu vois, évidemment, je leur dis, écoutez, si jamais il y a 4 forces majeures, numéro, nanana, donc tu vois, j'ai toute une fiche avec tous les numéros, appelez, dire que vous venez de la part, que c'est Voltaire, nanana, et en général, enfin, je sais pas s'ils ont une liste rouge, tu vois, mais quand j'appelle et je leur dis, oui, bonjour, c'est pour Voltaire, oui, pas de souci, venez. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... que quand les gens tapent nom, prénom, nanana, tu sais, ils voient, il y a une espèce de code rouge qui apparaît, quoi. Donc, je sais qu'il sera pris en charge, j'ai aucun doute là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, sa vie n'est plus menacée. Chose du bois. Mais en fait, tu vois, j'ai pas envie de faire peser cette responsabilité de devoir l'amener jusqu'à cette clinique qui est pas la porte à côté non plus, de devoir, parce que je sais, moi qui suis allée des dizaines de fois, tu vas attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, enfin voilà. Donc c'est un peu, quoi. Ouais, exactement, c'est la contrainte et faire peser cette angoisse sur les gens qui le gardent, tu vois. Donc c'est vraiment ça qui me dérange aujourd'hui, qui m'angoisse énormément et qui me freine un peu à partir. Mais tu vois, je me fais violence parce que en février, je suis partie au ski pendant 1 semaine. Je suis allée en Corse récemment. Donc, tu vois, je veux pas non plus que ça m'empêche de vivre parce que sinon, moi, je serais même plus dans un bon état psychologique pour m'occuper de lui. Tu vois, il y a aussi une histoire de si moi, je commence à être trop mal, je vais pas l'aider non plus, tu vois. Et pour le coup, encore une fois, je touche du bois, ça s'est hyper bien passé. Le chien, il va hyper bien. Je suis partie tout ce temps-là. Donc, tu vois, c'est aussi rassurant de voir que quand tu pars, il va bien.
Ouais. Donc voilà, et donc les 2 crises un peu qu'il a faites, donc il en a fait une quand j'étais partie, j'ai pas encore pris l'avion, et la deuxième qu'il a fait c'était il y a, je sais plus, 2-3 mois, où c'est un matin je me réveille et je vois que ça va pas, et je me dis ok c'est bon, il fait une crise, voilà. Mais du coup, je me dis en fait ça peut arriver tellement n'importe quand que... Complètement imprévisible, ouais. Quelque part je dois vivre avec ça. Et si ça tombe pendant la seule semaine où je suis pas là, il faudra que, entre guillemets, quelqu'un d'autre gère pour moi. Voilà. C'est un peu ça qui est un peu, un peu compliqué aujourd'hui. Et après, comment dire, j'étais un peu rassurée, et il y a eu un épisode là un peu récemment, je dirais quoi, au mois de mars-avril, où je vois que le chien il est pas bien. Puis maintenant que tu vois je suis un peu moins stressée, je me dis bon, parce que du coup maintenant, outre le fait qu'il fait des crises, tu vois, il a des jours avec et des jours sans, ou juste il a pas faim, il veut juste se reposer. Et pareil, ça, tu vois, il faut doser, parce qu'il faut pas appeler les vétérinaires pour n'importe quoi juste parce qu'il est fatigué non plus. Donc tu vois, j'arrive à voir un peu maintenant, tu vois, c'est grave ou pas, tu vois, ou parfois pendant 12 heures il est pas bien et j'attends que ça passe. Maintenant, tu vois, j'ai une sorte de deuil, quoi. J'arrive à voir. Et là, je vois, tu vois, il est pas bien. Et je sais que j'ai mon rendez-vous de contrôle en mars. Et genre, 3-4 jours avant, il est pas bien. Je me dis, je pense que ça va à peu près tenir. Tu vas attendre. Je l'emmène au truc. Le professeur, il regarde et tout, il me dit, il n'y a rien. Pareil, donc là, j'ai fait... Donc, tous les rendez-vous de suivi que j'ai fait, ça va mieux à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que la maladie régresse. Et vraiment cliniquement, tu vois que son œsophage, il a réduit. Ah ouais, carrément, ouais. En fait, avant, il avait 4 grosses poches. Et maintenant, il a 2 petites poches et une grosse poche qui a réduit. Donc, en fait, il y avait une très grosse poche qui est une moyenne poche aujourd'hui. Tu vois, donc, tu vois que, voilà, donc, super. Tu vois. Et là, je me dis, bon, bah, je me suis inquiétée pour rien, ça va bien, etc. 2 jours après, le chien qui hurle. Mais il hurle, mais vraiment, je ne l'ai jamais vu comme ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Et là, tu te dis, mais alors ça, tu vois, moi, je pensais que dans le bingo du chien, j'avais tout. Et là, je vois que c'est un truc que je connais pas. Non. Et donc là, c'est la panique. Je vois que le chien, il hurle, quoi. Mais il hurle comme il a jamais hurlé. Ouais. Et je le touche. Il hurle, mais un cri vraiment... voilà. Là, je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, à la base, j'étais rentrée juste pour manger chez moi, tu vois. Donc, j'avais mon ordi au bureau. Enfin, tu vois, et là, je vois que ça va pas se passer comme ça. Tu vas plus retourner au bureau. Non, là. ouais, exactement. Et j'ai la chance d'avoir ma boss, tu vois, qui a été hyper sympa sur ce coup-là. Mais tu vois, tout le travail que tu vas pas faire pendant cet après-midi de perdu, bah, va falloir le faire quand tu rentres le soir, tu vois. Donc, tu sais que c'est une journée de merde. Et que le chien, il va pas bien du tout. Je l'emmène et tout. J'appelle, je leur dis, écoutez, le chien, ça va pas du tout. Machin. Et ils me disent, mais vous êtes pas venu hier ou avant-hier ? Je dis, bah si, mais ça va pas, quoi. Donc, bref, je te la fais courte, mais je vois la gueule, pareil, du vétérinaire qui va te dire qu'il y a un truc grave. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, tu vois, j'étais dans un état psychologique où, franchement, ça allait beaucoup mieux. Tu vois, je remontais c'est ça. par... T'avais retrouvé un palier, peu exactement. la joie de vivre Ouais, et un exactement. équilibre. Et là, je vois, ils ont la tête des mauvais jours. Ils commencent à appeler 2 vétos, 3 vétos. À la fin, dans la salle, ils étaient 6. Et ils lui faisaient une petite échographie, je sais pas quoi. Donc toi, tu sais, t'es dehors et tu vois à l'intérieur qu'il y a 6 gars qui se regardent comme ça. Donc là, mais moi, j'étais en pleurs, tu vois, mais dans la salle d'attente du vétérinaire. Et là, mais moi, j'étais en pleurs, j'ai tout lâché, j'ai crise de panique, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je me dis, mais c'est pas possible. De tout ce qu'on a mis en œuvre, tout ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qui se passe encore ? C'est l'univers qui est en train de exactement. tester, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, je sais que c'est quelque chose qu'il a jamais fait. Donc je me dis, soit c'est la maladie qui évolue dans une nouvelle version, soit c'est une nouvelle maladie. Enfin, je sais que c'est un truc nouveau, que j'ai jamais vu. Et c'est ça. Et donc, c'était la panique. Et bref, et là, elle sort. Et elle me dit, votre chien, accroche-toi, fait une torsion testiculaire. Et là, je fais, non, mais c'est pas possible. Une torsion testiculaire ? Ouais. Truc hyper rare. Et là, je fais, non, mais c'est impossible. J'ai pas le rare sur le rare, tu vois. Et là, elle me dit... Il était pas gonflé au niveau du... Non, pas du tout. Et en fait, je pense qu'il avait mal depuis hyper longtemps. Et juste un jour, il s'est réveillé et la douleur était... voilà. Et là, elle me dit, et il doit déguster parce que ça fait très, très mal. Et là, je dis, super, ça m'aide pas du tout. Voilà. Et là, elle me dit quoi ? Elle me dit, une torsion testiculaire sur une myasthénie grave, on n'a jamais fait.
Donc, il faut l'opérer en urgence. Mais on ne peut rien vous garantir parce qu'on ne sait pas. On n'a jamais eu ce cas-là. Et concrètement, une torsion testiculaire, c'est enfin, ça se... En gros, il a sa testicule qui était complètement retournée. Et donc, dans ce cas-là, il faut l'opérer? Ouais, il faut l'opérer en urgence et il faut tout enlever. Donc là, toi, t'as pas dit ouf. Parce que tu l'avais pas castré. Alors, bah oui, parce que... tu pouvais pas. Parce que, autre histoire de fou, ça pour le coup, quand j'ai eu le chien, je le savais, il avait ses testicules qui n'étaient pas descendus. Okay. Ce qui arrive, de ce qu'on m'a dit, chez à peu près 25% des chiens. Et c'est un truc qui n'est pas grave. C'est juste qu'en théorie, il faut que tu les fasses enlever avant un certain âge, je crois que c'est 2 ou 3 ans, pour éviter des risques de cancer pour quand ils seront vieux. Et encore, les vétérinaires ne sont pas d'accord entre eux, parce qu'il y en a qui m'ont dit non, il n'y a aucun risque. Et quand du coup, il a eu cette myasthénie grave, le professeur m'avait dit, écoutez, cette histoire-là de testicules, on s'en fout. Parce que la priorité, c'est de le soigner. Une chose à la fois. Donc, toutes les autres histoires de je sais pas quoi, on va pas... on va pas lui faire subir une anesthésie générale où on ne sait pas nanani, nanana. Surtout que du coup, il y a des médicaments qu'il ne peut pas prendre, dont un certain nombre d'antidouleurs. Donc... Ouais, t'es bloqué en fait de tous les côtés. T'es bloqué. Et donc, je lui avais dit, écoutez, moi, professeur, je fais ce que vous me dites. Si vous me dites qu'il faut l'opérer, je l'opère. Parce que moi, maintenant, tu vois, je vais chez le véto, je leur dis, dites-moi ce qu'il faut faire et on le fait. Enfin, tu vois, vraiment, En fait, je suis arrivée à un stade où, sans m'envoyer des fleurs, je peux pas faire mieux. Enfin, tu vois, genre, vraiment, je l'emmène à chaque fois. Tous les checks, je les fais. Tous les médicaments, tous les trucs. Faut faire ce truc, je le fais. Il faut acheter tel truc, je l'achète. Enfin, vraiment, je fais tout. Donc, je lui ai dit, dites-moi. Si vous pensez qu'il faut l'opérer, on l'opère tout de suite. J'ai aucun problème, mais juste dites-moi. Il m'a dit, écoutez, on va pas l'ennuyer plus que ça, parce qu'il est déjà quand même atteint d'une maladie grave chronique, on va pas rajouter. Donc ce sujet-là était totalement sorti de notre monde. Et puis un jour, quand tout va bien... Exactement. Et là, la dame me dit, donc il faut l'opérer en urgence, c'est-à-dire maintenant. Donc toi, pareil, tu t'es réveillé ce matin, t'as pas du tout prévu d'arriver là à ce qu'on te dise que ton chien fait une torsion testiculaire sur une myasthénie grave, que la clinique n'a jamais eu ce cas-là, qu'on ne sait pas s'il va se réveiller, qu'il faut l'opérer tout de suite. Donc, non mais voilà. Que, pareil, angoisse. Donc, moi, j'ai l'angoisse, que ça va te coûter encore des milliers des cents. Ouais, on va en reparler après. Voilà. Et que, bref. Et donc, du coup, j'ai pas le temps de dire ouf. C'est-à-dire que, tu vois, encore une fois, flot d'infos, tu vois. J'ai pas le temps de dire ouf que j'ai un chirurgien qui arrive qui dit c'est Voltaire là? Oui, ok, allez, ciao, salut. Donc vraiment, tu vois, et là je dis pardon, et là ils me disent on sait pas si vous allez pouvoir venir le chercher demain ou après-demain parce que c'est quand même une opération un peu lourde et surtout sur myasthénie grave on ne sait pas. Donc là je resigne le fameux papier de peut-être ton chien il va mourir quoi, et la dame qui me dit on n'a jamais eu ce cas-là donc on ne sait pas quoi on peut pas vous dire comment ça va se passer. Donc toi, tu repars de là en pleurs, tu ne manges pas, tu dors pas, voilà. Et pour la première fois, j'ai mon copain qui fond en larmes. Et là, je me dis, si lui il pleure, mais on est foutu quoi, parce que si tout le monde commence à pleurer, c'est la fin des haricots. Enfin, et donc là, et là, anecdote encore de fou. Je leur ai dit, mais vous savez que Voltaire, il est sous traitement pour sa myasthénie. Vous avez ces médicaments-là au sein de la clinique? Bah non, on les a pas. Évidemment. Donc là, je me tape à 22h30 d'aller rechercher les médicaments de Voltaire pour lui amener. Et t'as réussi quand même à les trouver? Ouais, bah du coup, je les ai pris chez moi. Ah oui, ok. Mais en fait, il fallait que je fasse, les avais. faut que je fasse tout parce que je les avais pas pris sur moi quand je l'ai amené à la clinique. Donc il fallait que je fasse l'aller-retour, nanana. Enfin bref, l'angoisse. Et là... Donc, heureusement, il m'appelle pour me dire que le chien est réveillé, tout va très bien, etc. Mais que le chien est très, très méchant avec tout le personnel médical. Comment ça, méchant? Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est mon petit Voltaire, trop gentil, trop mignon, etc. Et j'arrive, donc je leur dis, bah voilà, vous m'avez demandé d'amener les médicaments, donc voilà comment il faut le donner, non. Et la dame, elle me dit, elle me regarde, elle me dit, vous pouvez pas y aller, vous, s'il vous plaît? Et là, je comprends que vraiment, il doit leur faire vivre un enfer pour qu'ils me disent d'aller moi. Et en fait, à la base, moi, je voulais pas y aller parce que quand ils les gardent dans les box, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Je le vois. Il est paniqué. Il se retrouve enfermé. Il se réveille. Ouais. Il a pas compris ce qui s'est passé. Il est tout seul avec des gens qu'il connaît pas dans un endroit où il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de lumière. Il y a d'autres chiens aussi. Il y a d'autres chiens. Enfin, voilà. Et je vois
j'ai une photo de lui, je sais pas pourquoi j'ai pris cette photo, où vraiment, tu vois la panique. Voilà. Et là, je me dis, je vais devoir y aller, lui donner le médicament à travers la petite grille et retourner chez moi. Mais c'est horrible. Et vraiment, la dame, elle me dit, faites-le s'il vous plaît, quoi. Et en fait, elle me dit, il a essayé de mordre des gens, du personnel, etc., tellement il est désorienté, quoi. Ah ouais. Je pense qu'il avait mal, parce qu'il vient de subir une opération quand même lourde, quoi. Et je comprends que la dame, elle veut être gentille, mais qu'elle me fait comprendre qu'il est insupportable, quoi. Et en plus, moi, je comprends pas parce que mon chien, je le connais pas comme ça du tout. Donc, je comprends que s'il en vient à vouloir mordre, etc., c'est qu'il est pas bien psychologiquement, quoi. Et il pouvait pas lui donner des anxiolytiques. J'en sais rien. Tu sais, après, avec sa maladie, il faut hyper gaffe parce qu'il peut rien prendre. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, j'y vais, je lui donne le médicament, je repars. C'était encore pire. Et je sais pas quand est-ce que je peux venir le chercher, tu vois. Au final, vraiment, ça s'est hyper bien passé. Il a passé la nuit là-bas. Le lendemain, vers 9h, il me dit, c'est bon, c'est OK, venez, le chien, très bien. Donc, ils ont résolu le problème. Ouais. Et ça, c'est résolu pour toujours. Donc, au moins, c'est un problème. Voilà. Mais tu vois, c'est plus... Je raconte un peu cette histoire plus dans le truc où, en fait, j'ai l'impression que le moindre truc, c'est pour ma poire, quoi. En fait, c'est vraiment... voilà. Donc, mais en même temps, maintenant, j'essaie d'en rigoler. Il m'avait dit, faut les enlever avant qu'il ait 2 ans. Et anecdote, il m'a fait cette histoire. Pile à 2 ans. Pile à 2 ans. Purée. Donc, comme quoi, voilà. Si jamais vous avez des chiens dont les testicules ne sont pas descendus avant 2 ans, voilà. Donc, et tu vois, et dans ce cas-là, j'aurais pu planifier cette opération, pas le faire en mode catastrophe, lui éviter qu'il souffre. Et tu vois, et moi, je m'en veux. Je me dis, mais en fait, c'est à cause de moi qu'il souffre, parce que je ne l'ai pas fait. Mais en même temps, le fameux professeur, il m'a dit, on s'en fout. Enfin, tu vois, donc en fait, voilà. Donc, au final, il va bien mieux. Et en fait, je me rends compte que du coup, moi, j'avais des signaux contraires où je pensais qu'il avait des symptômes de la myasthénie, alors qu'en fait, c'est juste qu'il avait mal. Ouais. Et là, depuis qu'on lui a enlevé, il revit. C'est-à-dire que j'ai un autre chien. Donc, je pense qu'en fait, il souffrait énormément de ça. Et du coup, vu qu'il a une myasthénie, moi, je mettais tout sur le compte de la myasthénie. Donc, en plus, moi, je pouvais pas voir qu'il y avait un truc qui était sous-jacent. En plus, tu vois ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, je pensais pas qu'il avait 2 maladies en même temps. Je veux bien être... le truc, la probabilité... Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, du coup... Maintenant, tu vois, je le vois dans son comportement, dans sa façon d'agir, etc. Il est hyper différent. Est-ce qu'il arrive quand même à profiter de la vie, son environnement, des autres chiens Alors, écoute, j'essaye de lui faire des balades un peu en forêt, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des chiens qui sont très speed, quoi, qui sont hyper sportifs, etc., même s'ils sont tout petits, donc il faut quand même les dépenser. J'ai la chance de pouvoir aller à la campagne assez souvent. Et tu vois vraiment, ça m'a émue, genre à en pleurer plusieurs fois. Tu l'emmènes là-bas, il arrive là-bas, mais c'est le bonheur, quoi. Ouais. Il court partout, il se roule dans l'herbe. En plus, j'ai la chance d'avoir ma belle famille qui a un chien. J'ai 2 amis qui ont des chiens, donc il est souvent entouré aussi d'autres chiens. Et quand tu l'emmènes là, à la campagne avec des chiens, c'est-à-dire que de 8h le matin à 8h le soir, il court comme un zinzin, quoi. Ouais. Donc là, tu vois vraiment le bonheur, quoi. C'est vrai qu'on le résume un peu à sa maladie, mais derrière, c'est un chien qui a 2 ans, qui a surtout envie de vivre, de se dépenser. Ouais. Et comment tu as réussi justement à oublier un petit peu tout ce contexte et retrouver le plaisir de... En vrai, c'est vraiment compliqué. Je dois avouer que c'est vraiment compliqué, mais vraiment, tu vois, de le voir courir sans avoir mal, sans être essoufflé, sans vomir. Enfin, au début, dis-toi, dans mon téléphone, dans mes notes, je comptais les jours sans vomi. Donc, tu vois, j'avais vraiment un truc de... Ça fait 1 semaine qu'il n'a pas vomi. Enfin, tu vois, je comptais vraiment toutes ces petites victoires. Et là, tu vois, aujourd'hui, pareil, je touche du bois, il ne vomit plus du tout. Donc, tu vois, on est arrivé vraiment à un stade où ça va beaucoup mieux. Bon, à part quand il fait trop le zinzin, qui court et qui se retourne dans l'herbe, il finit par vomir parce que voilà. Donc voilà. Mais tu vois, quelque part, j'ai appris à accepter le fait qu'il faut que, et ça c'est très dur pour moi, qu'il faut que je le laisse faire, tu vois. Je le laisse courir parce que j'en suis aussi devenue à être surprotectrice avec lui. Parce qu'en fait, j'ai tellement peur. Et en fait, j'ai tellement vécu des moments difficiles que là, c'est ce que je disais à des amis il n'y a pas longtemps, rien que de devoir, là je dois faire la fameuse prise de sang, je sais pas quoi, rien que d'y aller,
C'est insupportable. Ouais, tu as peur de découvrir encore un autre truc. C'est même pas découvrir, c'est juste encore. Faut que je retourne encore. Et j'ai rien contre eux, ils sont hyper sympas. Et voilà, mais c'est le truc de, tu vois, j'en ai marre. Et en fait, du coup, je deviens surprotectrice avec lui parce que je sais que le moindre grain de sable, c'est veto. Donc en fait, j'ai pas le droit à l'erreur avec lui. Mais d'un côté, il faut que je lâche du lest. Et ben, tu vois, là, je suis en plein dedans. Là, de me dire, il faut que je lâche. Et j'ai mon copain qui va écouter ce podcast, j'espère, qui me dit arrête, laisse-le courir, laisse-le faire le con, laisse-le boire de l'eau par terre, laisse-le. Parce qu'il y a un des aspects aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'il a le droit de manger que des croquettes spécifiques. Et c'est tout. Je voulais te demander justement s'il avait une alimentation et c'est-à-dire, quand je te dis c'est tout, c'est-à-dire pas de petits bouts de fromage qui tombent du truc, pas de bout de madeleine de nanana, pas de j'ai un reste de je sais pas quoi, c'est interdit. Et ça, il faut faire super attention. Voilà. Et là, ça, le veto, pour le coup, il a insisté énormément là-dessus. Les gens qui laissent des petits trucs traîner dans la rue aussi, tu vois, les petits bouts de poulet. Voilà, exactement. Et donc, en fait, tu vois, ou même boire l'eau dans une flaque ou je sais pas quoi, tu vois, là, maintenant qu'il fait chaud, dans le jardin, il y a une petite piscine pour les chiens. Bah, s'il boit l'eau, problème. Enfin, en fait, tu dois être sur son dos en permanence parce qu'il peut rien manger, il peut rien faire, etc. Et même les friandises que tu dois acheter, en théorie, j'espère que mon vétérinaire n'écoute pas, je n'ai pas le droit de lui en donner. Les seuls que je peux éventuellement donner, c'est les friandises hyper spécifiques, hypoallergéniques, hypo ceci, hypo cela, machin. Donc les gens, tu vois, ils sont hyper contents de le voir, ou même d'autres gens qui ont des chiens. « Oh, tu veux une petite friandise, machin ?» Et en fait, toi, tu veux pas passer pour la grosse relou. Dès que t'es avec des amis, avec de la famille, et ben en fait, je l'enferme. Pour pas qu'il ramasse les trucs sous les tables, etc. Et les gens ils disent mais laisse-le vivre, oh le pauvre. Donc en fait toi tu passes pour la relou parce que tu le surprotèges. Et moi à chaque fois je suis obligée de réexpliquer, il a une asthénie grave en fait, c'est grave, voilà. Donc en fait c'est hyper fatigant de devoir expliquer à chaque fois. Je comprends aussi, encore une fois, je comprends ma part de travail à faire qu'il faut que je lâche, ça j'en suis parfaitement consciente, que je le laisse, tu vois. Que je le laisse manger de l'herbe, que je le laisse rouler, que je le laisse... Mais en fait, j'ai tellement peur que, en fait, j'ai beaucoup de mal. Et ouais, et c'est pareil. Il faut du temps, quoi. Ouais, exactement. Et il peut absolument rien manger, et il peut absolument... et donc, mais tu vois, et ça me saoule pour lui, tu vois. Parce qu'il a le droit au bonheur, quoi. Enfin, tu vois, de manger les gens petits bouts de fromage, pour eux, c'est un truc de fou, quoi. Et je me dis, je suis incapable de lui offrir un peu des moments de bonheur, mais c'est pour sa santé et il peut pas comprendre ça. Tu vois. Et tu vois, c'est comme quand là, il fait 45 degrés et je le poursuis dans la maison pour lui mouiller les pattes, machin, et qu'il veut pas. Tu te dis, putain, je fais ça pour toi, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Et je pense que les chiens sont quand même intelligents. Je pense qu'il se rend compte à sa manière de tout ce que j'ai fait pour lui. Parce que je pense que dans sa tête, je connais pas la psychologie des chiens, mais tu vois, je pense qu'il avait mal, puis là, il est en train de se dire qu'il a moins mal. Donc, il se dit bien qu'il y a quelque chose que... que c'est pour son bien. Ouais, ça. Donc, j'imagine quelque part, et ça me rassure de penser ça aussi, c'est que j'imagine que quelque part, il sait qu'on fait beaucoup de choses pour lui. Quelque part, il l'a compris à sa manière, mais pas à 100%, tu vois. Donc, t'es obligé de faire des trucs un peu méchants. Et tu vois, c'est comme quand on est dans une grande tablée où t'es avec de la famille, des amis, où il y a 3-4 chiens, et lui, il est enfermé, tu vois. Ça doit être très horrible. Dur, Et il a l'impression d'être complètement puni, alors que c'est pour son bien. Et ça, j'avoue que ça me fait vraiment de peine. Vraiment de la peine, mais d'un autre côté j'ai du mal à lâcher et je trouve que je lâche de plus en plus, tu vois, je le laisse vraiment gambader, courir, faire le con, revenir, tu vois, complètement comme ça, mais je pense que j'ai vraiment du mal à le laisser vivre sa vie de chien à 100%, quoi. Et par rapport à tes proches et à ton entourage, est-ce que parfois tu as eu des remarques qui t'ont blessé ou agacé par rapport justement à cette situation-là? Alors, blessé, c'est un bien grand mot, mais le fait que, par exemple, pour éviter de déballer toute la maladie du chien, quand je vais chez des gens, alors déjà, quand je vais chez des gens, je le prends pas parce que je sais que ça sert à rien, parce qu'il va vouloir manger des trucs par terre. Donc, c'est vrai que tu te sens aussi un peu mal
le but d'avoir un chien, c'est qu'il partage ta vie. Donc si tu peux pas l'emmener partout, déjà c'est un peu chiant. Mais dans les cas où, par exemple, il y a des gens qui viennent chez moi, voilà, le chien est là, les gens qui savent pas, pour pas déballer tout l'historique de Voltaire comme je suis en train de le faire, je leur dis juste, écoutez, est-ce que vous pouvez ne rien donner au chien, il doit voilà. Et au bout d'un moment, évidemment, t'as quelqu'un qui finit par donner quelque chose, parce que Marion, elle est quand même un peu relou, quoi. Et quand tu dis, en fait, il a une maladie grave, et en fait, j'insiste, il faut rien lui donner, et que les gens un peu lèvent un peu les yeux au ciel en disant, voilà, en fait, ça c'est pas blessant, mais en fait, tu te dis, et c'est pas de leur faute, tu vois, ils ont pas tout l'historique. Ils ont pas toutes les... Toi, t'as juste pas envie de tout déballer. Donc voilà, j'ai pas envie de tout déballer. Et tu vois, t'as pas toutes les nuits blanches, t'as pas... voilà. Et en fait, j'ai pas envie de passer pour la relou. Et je suis un peu obligée, quoi. Je suis un peu obligée... Pas toute la charge émotionnelle que toi, tu exactement. as et tout ce que t'as vécu. Et du coup, quand t'es obligée de dire 3-4 fois voilà, non, mais il faut rien lui donner, etc., et pareil, quand je pars en vacances avec mes amis, etc., qui sont bien au courant et que je sais qu'ils essayent en loose day, tu vois. Mais en même temps, je me dis, le chien, il faut qu'il vive aussi, tu vois. Donc, s'il prend un mini bout de fromage tous les 3 mois, ça va pas le tuer non plus. Enfin, tu vois, il y a un moment où il faut aussi ne pas s'angoisser pour rien, ce qui est mon cas. Mais donc voilà, donc c'est pas blessant, mais c'est juste que en fait, j'en ai un peu marre de devoir déballer tout son historique en permanence et de réexpliquer surtout que c'est pas une histoire que tu peux raconter en une seconde. En une seconde, et surtout de dire en fait, il fait des fausses routes. S'il fait des fausses routes, c'est une urgence vétérinaire, et en fait, pour sa survie, il faut pas qu'il fasse de fausses routes. Donc en fait, si vous respectez pas ça, il va mourir. Voilà. Enfin, tu vois, c'est un peu. Et puis, je pense que les gens, et je les comprends, ils doivent se dire non, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il y a aussi une histoire de est-ce que c'est moi qui en fais des caisses? Alors que force un petit peu. Et le pire, c'est que je dois reconnaître ici que dans la vie de tous les jours, je suis une drama queen. Donc en plus, ça va. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vu que dans mon personnage, j'en fais souvent trop, là pour le coup, c'est réel. Et du coup, les gens me croient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un truc de non, mais c'est Marion. Tu vois. Donc en fait, vu que j'en rajoute dans la vie de tous les jours, et je le reconnais, là, sur un truc qui est vraiment réel, où j'en rajoute pas du tout, bah du coup, tu vois, c'est un peu. Ça peut être mal compris, tu vois. Ouais, donc t'essayes d'éviter au maximum les situations où... Ouais, c'est ça. Mais d'un côté, tu vois, il faut que le chien il soit avec toi aussi pour vivre avec toi. C'est un peu con de le laisser tout le temps chez toi. Donc, bon. Mais heureusement, il sait rester tout seul, qui est quand même déjà une grande victoire. Ça, c'est très, très, très important. Ouais, hyper important. Et alors, on n'a pas parlé d'un truc, c'est l'aspect financier. Ouais. ouais. Comment? Parce qu'en fait, oui, effectivement, je pense que les gens ne se rendent pas compte ce que ça peut représenter. Non. Le coût financier d'un chien malade qui a une maladie chronique. Comment est-ce que toi, tu t'es projeté, en fait, au début, à l'annonce de sa maladie? En fait, est-ce que c'est un truc qui t'a stressé davantage? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, vu que, comme je te disais tout au début, je me suis renseignée énormément avant d'avoir un chien, tous les maîtres de chiens m'ont tous mis en garde en me disant ça coûte très cher d'avoir un chien. La moindre patte cassée. Et encore une fois, personne ne m'a parlé de maladie chronique, mais m'a dit patte cassée. Si tu prends un chien qui a un nez plat, tu vas devoir sans doute le faire opérer. Quand ils sont vieux, ils ont de l'arthrose. Enfin, ils m'ont dit t'es jamais à l'abri. À peu près une fois par an, il va avoir une toux, un truc. Enfin, voilà. Ils m'ont dit, tous les gens que j'ai rencontrés m'ont dit, ne sous-estime pas le coût financier d'un chien. Et ce, avant même une maladie. Et ça, c'est réel. C'est surtout les imprévus. Ouais. Et ça, c'est réel. Vraiment, un chien, ça coûte très cher. Il faut faire hyper attention. Et donc, ce que j'ai fait pendant toute ma quête, enfin, toute ma préparation, j'ai commencé des années avant à mettre de l'argent de côté en me disant... Si j'ai pas de chien, bah, je ferai autre chose avec. Et si j'ai un chien, ça sera pour le chien. Exactement. Donc, j'ai m'étais constitué une petite épargne.
Donc ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'avais vraiment prévu d'avance. Et après, c'est poser la question quand j'ai eu le chien de prendre une assurance, fameuse assurance. Parce que voilà, j'imagine que ça peut être une de tes questions après. Je n'ai pas d'assurance pour le chien. Donc voilà, grossière erreur. Parce que maintenant, je ne peux plus le faire assurer. Parce qu'un chien atteint de maladie chronique n'est pas assurable. Donc voilà. Mais en fait, j'avais fait mes recherches sur les assurances. Et je m'étais dit, en fait, pour le prix que je paye, il va être malade une fois par an. Donc autant que, je dis n'importe quoi, une assurance, ça coûte 50 balles par mois. Je mets 50 balles par mois de côté. Le jour où il est malade, j'ai fait ma propre cagnotte. Donc je m'en fous. Grossière erreur. Et donc, mais en même temps, erreur ou pas. Parce que tu sais que j'ai recalculé par pur, pour voir si j'avais assuré mon chien quand il était assurable. En fait, il y a quand même une capacité maximale par an. Et donc, de toute façon, c'était pas rentable. Je l'ai pété en 2024, en 2025 et sûrement en 2026. Donc, en fait, je pense que honnêtement, assurer mon chien, ça m'aurait coûté moins cher au global. C'est sûr et certain. Mais en fait, vu qu'ils ont un plafond et que je pense que dans 90% des offres qui étaient présentées, j'étais au-dessus. Et il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas remboursées aussi. Donc, en fait, l'un dans l'autre, moi, je sais pas, tu vois, ce qui était possible de faire rembourser par le chien. Tu vois, typiquement, c'est des analyses tellement spécifiques qu'il a eu qu'en fait... Je sais même pas si c'était remboursé de base, tu vois. Et en revanche, tu vois, par exemple, là où j'ai dû le faire opérer, là, il y a 4 mois en urgence, ça, c'est sûr que c'était pris en charge, par exemple. Donc ça m'aurait économisé ça. Ça, c'est réel. Mais donc, du coup, moi, ça faisait 3-4 ans que je mettais de l'argent. Donc, au début, j'ai vécu avec cette cagnotte. Quand même, pas mal. J'ai fait un petit peu, on va dire, moitié de cette cagnotte, moitié sur mon propre argent. Et au final, je pense que j'avais pas du tout mesuré le montant. Et donc, au début, en fait, je disais, bon, bah, ça, j'ai dans ma cagnotte, je peux payer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vient après les grosses dépenses. Et là, tu dis, merde. Et bah là, tout simplement, c'est ton budget loisirs, vacances qui part là-dedans. C'est quoi les montants Les montants, si tu veux les partager. Ouais, je peux les partager. Tu sais quoi, j'ai même oublié. Par exemple, typiquement, Voltaire, il doit faire des radios tous les 6 mois. Une radio, c'est plus de 300 €, la radio. Son fameux test sanguin à 270 € qu'il doit faire tous les 6 mois. Voilà. Et après, effectivement, tu as des analyses spécifiques. Bon, honnêtement, je me rappelle plus, mais qui peuvent monter à 1 500 € pièce, quoi. Notamment, et pareil, dès que tu as une anesthésie, c'est 500 ou 600 balles l'anesthésie. Donc voilà, honnêtement, je préfère pas savoir combien j'ai dépensé et je n'ai pas calculé et je ne veux pas savoir. C'est comme les gens qui fument, qui n'ont pas envie de... Non, exactement. Donc, et au final, quelque part, enfin, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est pas ça le problème. Enfin, en fait, en fait, je me dis, tant que j'arrive à payer, je fais tout ce que je peux faire. Et le jour où je pourrai plus payer, je me poserai cette question de comment faire. J'ai la chance d'avoir cette cagnotte qui m'a énormément aidée. J'ai la chance d'être quelqu'un qui, par ailleurs, je pense que je tiens bien mes finances à la base. Donc voilà, je suis pas, je suis pas dépensière ni rien à la base. Je parle même avant d'avoir un chien. Donc en fait, j'ai toujours une petite cagnotte pour un imprévu, etc. Donc pour l'instant, j'arrive à vivre avec ça. Mais effectivement, il y a un moment où ça a pris sur mon budget de loisirs, ça a pris sur mon budget vacances. C'est très clair. Hein. Donc, comment tu l'as vécu, ça ? Bah, pour moi, c'était même pas une question. En fait, je vois mon chien qui souffre. Et je pense que dans ces moments-là, tu peux mettre des 1000 et des 100. Peut-être pas, mais tu vois, si le gars, il m'avait dit pour sauver votre chien, il faut payer 10 000 €, tu vois. Je pense que j'aurais pris un crédit, un machin. Enfin, tu vois, je pense que t'es dans une telle détresse, tu vois ton chien qui est dans une telle détresse que tu te dis, mais je peux pas l'abandonner, en fait. Tu vois. Donc voilà, après, il faut aussi savoir qu'à la clinique où je vais, ils acceptent les paiements sur plusieurs fois, sur plusieurs mois, etc. Donc ça aide aussi énormément. Donc, parce qu'eux-mêmes savent, tu vois, quand ils viennent, ils te disent, bon, devis,
tu vois. Ils savent très bien. Donc, pour le coup, ça, c'est super chouette que ça puisse exister, tu vois, de payer en plusieurs fois, sur plusieurs mois. Donc, ça, c'est vraiment, Je suis pas sûre qu'il y ait super. beaucoup de cliniques qui le fassent. Ça. Bah, là où je vais, tu peux payer en plusieurs fois. Donc, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, il ne faut jamais sous-estimer ce genre de coût. Et quelque part, je sais dans ma tête que j'en aurai plus. Enfin, que ça va revenir. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y aura d'autres moments. Et en fait, maintenant, je sais. Donc, je prévois. Enfin, tu vois, vu que je te dis, j'ai un check tous les 6 mois, je prépare d'avance ce... épargne chien. Exactement. J'ai réellement ça. Et comme je te disais, bah, ça m'a peut-être pris une semaine de vacances, quoi. Mais parallèlement à ce qu'on disait tout à l'heure, avant, je partais 3 semaines. Maintenant, j'arrive plus qu'à partir une semaine. Donc, en fait, tu vois. Mais oui. Bah, c'est un très... Ouais, ça coûte beaucoup d'argent. Et surtout ici, en région parisienne, où c'est très cher aussi. Par rapport à d'autres régions de France où je pense que ça coûte un peu moins cher. Mais... Ça dépend des vétérinaires, des cliniques vétérinaires, mais... Mais tu vois, mais en même temps, moi, pour mon chien, je veux le meilleur, tu vois. Donc voilà, et quelque part, en fait, je pense que je suis tellement angoissée et ça m'a rendue tellement triste. Et encore une fois, toutes ces nuits sans dormir, etc., que quelque part, l'argent, c'est secondaire. Enfin, voilà. Et je me dis, tant que je peux tout faire pour qu'il aille bien, je le fais. Et le jour où je pourrai plus... je me poserai la question de comment je fais, tu vois. Mais tant que je peux, je le fais parce que je l'aime, mais parce que vraiment, je souhaite à personne de voir son chien souffrir, quoi. Ouais. Vraiment, la souffrance d'un chien, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aimerais encore aborder ou... Écoute, on a fait pas mal fait le tour. Ouais, on a pas mal fait le tour. Bah non, mais c'est que aujourd'hui Voltaire va très bien. Donc voilà, je croise les doigts que tout se passe bien pour lui, pour sa future vie, qu'une rémission complète est encore possible. Et donc vraiment, je m'accroche vraiment à ça. On croise les doigts. Ouais, on croise les doigts et que... Tu vois, par rapport à il y a même 1 an, il a une vie, et moi aussi, tu vois, qui est vraiment d'une qualité vraiment meilleure. Donc, en tout cas, il ne faut pas perdre espoir, quoi. Alors, ouais, exactement. Vraiment, ne jamais perdre espoir. Jamais. Et toujours essayer de... Tu vois, maintenant, c'est un truc Enfin, j'essaye de rigoler de ça. J'ai dans mon quartier, on est un groupe un peu de voisins, tu vois, où des gens qui ont des chiens, on se croise le matin, le soir, etc. Et dans le quartier, c'était devenu un peu le running gag de qu'est-ce que Voltaire a lundi, qu'est-ce que Voltaire a mardi, parce que là encore, on n'a pas fait, parce que sinon on est là pendant 4 heures, il a eu problème aux yeux, problème oreilles, problème... Enfin, voilà. Donc, il a toujours une pétouille, voilà. Il s'est fait mordre à l'œil. Enfin, vraiment, voilà. Et donc, en fait, c'était devenu une sorte de running gag. En fait, ce chien, c'est... Mais, ouais. Mais moi, c'est ce que je me suis dit très vite. Je me dis, mais ce chien, c'est un survivor, en fait. Vraiment. Et j'ai vraiment l'impression que, tu vois, c'est vraiment un survivant, quoi. Ouais. Et il y avait un peu ce gag entre mes voisins de... Cette semaine, est-ce que Voltaire s'est fait mal quelque part, tu vois? Donc, je trouve aussi qu'il faut, tu vois, il faut tenter au maximum de dédramatiser ces trucs-là parce que c'est vraiment dramatique. Enfin, et pour les gens comme moi, j'imagine comme beaucoup de propriétaires de chiens où c'est un membre de ta famille, c'est vraiment comme si un de mes proches était malade, tu vois? Enfin, pour moi, c'est le même degré de tristesse et de... Tu vois? Et donc, j'ai essayé de vraiment dédramatiser vraiment au max. Et j'avoue que tous mes proches m'aident vachement à me dire bah alors, Voltaire, qu'est-ce qu'il a encore? Il s'est fait mal où? Enfin, il y a vraiment un peu ce gag maintenant avec... voilà. Ouais. Avec comment va Voltaire aujourd'hui, tu vois? C'est vraiment, on pourrait faire une vidéo. Donc voilà, mais... En tout cas, espoir et puis mais je pense qu'il a eu beaucoup de chance d'être tombé sur toi parce que tu as une force mentale qui est énorme, d'avoir traversé tout ça
Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient abandonné, malheureusement. Tu sais quoi, j'ai une des vétérinaires que je suis allée voir, justement, la fameuse vétérinaire que j'étais allée revoir, c'est celle qu'il avait vue tout au début pour une gastro et que j'ai recroisée 6 mois après et qui m'a dit c'est pas possible et qui m'a dit, vous savez, il y a très peu de gens qui auraient payé tout ça, qui auraient emmené leur chien, voilà, et je la voyais, elle était limite émue, tu vois. Elle était limite à se dire vraiment bravo pour ce que vous faites pour votre chien, parce que alors je le fais pas pour ça, hein, mais elle était je la sentais vraiment touchée par tout ce qu'on avait fait pour lui et de me dire mais ouais, c'est vraiment bien ce que vous faites. Et en fait c'est elle un peu ce jour-là, on en parlait tout à l'heure, où en fait je me suis dit Marion, arrête d'être inquiète et arrête de te jeter la pierre, et parce qu'en fait t'as fait tout ce qu'il fallait faire et tu pouvais pas faire plus au final. Genre c'est vraiment cette véto-là qui m'a dit, je pense que là, c'est cette véto-là qui elle m'a dit vraiment vous avez fait tout ce qui était possible. Et en fait c'est pour ça que maintenant je me dis de toute façon j'ai fait tout ce qui était possible, sa maladie elle a été trouvée, sa maladie elle est traitée. En fait faut pas que je m'auto-flagelle non plus à me dire faut que je fasse plus, tu vois. Enfin au bout d'un moment je peux pas faire plus non plus. Enfin j'ai fait tout ce que je pouvais. Donc tu vois que parce que moi je me sens responsable de plein de trucs, de pas avoir vu, de pas avoir mais tu vois, au bout d'un moment tu vois il faut aussi se dire j'ai tout fait, tout ce qui était en mon pouvoir de faire je l'ai fait, donc je peux pas faire plus à ce niveau là, je peux pas faire plus. Et donc voilà, donc effectivement on peut dire qu'il a eu de la chance de tomber sur moi, et je sais pas si tout le monde aurait effectivement eu le temps, l'argent pour le faire, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent le faire mais qui n'ont pas forcément les moyens non plus, ni le temps, etc. Donc voilà, et c'est sûr que en tout cas tu t'es battue. T'as donné tout vraiment, ce que tu pouvais. Vraiment, j'ai vraiment tout donné. Tu peux être fière de toi. C'est et gentil. En tout cas, bravo pour tout ce chemin parcouru. Et on souhaite à Voltaire une rémission complète. Ouais, bien sûr. Qu'il puisse profiter à fond de sa petite vie de chien. Et toi aussi, beaucoup de bonheur avec ton copain. Votre vie à trois. Ouais, exactement. Super vie. Et en tout cas, merci beaucoup. Mais merci à toi d'être venu jusqu'ici encore une fois et d'avoir partagé toute ton histoire avec le petit Voltaire. Merci Marion. Mais merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est toujours précieux et ça soutient énormément le podcast. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de chien.